Bienvenue dans Bienvenue dans Reste une pellicule, le podcast qui réanime les films qui se sont fait démolir en raison de leur échec commercial ou d'un accueil public catastrophique. Le temps d'un épisode, on les exhume de leur crypte, on leur remet le courant et on décide ensemble si on veut les sauver ou non. Et aujourd'hui, dans la pure lignée des adaptations de Stephen King, on réanime Dreamcatcher. On dit que l'attrape-rêve est une toile au pouvoir magique. À notre attrape-rêve. Jonesy, fais attention. Que je fasse attention à quoi? Putain! Je peux pas voir ça, Jonesy! Je peux pas voir ça! Viens avec moi, Owen. Je vais te montrer des choses que tu regretteras d'avoir vues. Pour présenter, moi c'est Léa, je suis la seule fille aujourd'hui, mais c'est déjà plus que dans le film. Petit tour de table des animateurs présents. Il change d'apparence comme le clown de ça, avec toujours plus de couleurs dans les cheveux à chaque fois qu'on le croise, et il crée des visions de cauchemars sur son Instagram. Avec nous ce soir, c'est Thomas. Bonjour. Thomas, en un mot Dreamcatcher, ça t'évoque quoi? Phallus. Avec son style punk canard, il pourrait carrément revenir de la tombe de cimetière. Avec nous ce soir, c'est Grégoire. Coucou. Alors, Greg, en un mot, Dreamcatcher... Hélicoptère! Hélicoptère. C'est un peu le daron du podcast, il s'occupe de nous comme Paul Edgecombe dans La Ligne Verte. Et on est tous fatigués, patron. Avec nous, c'est Eric. Oui. Eric, en un mot, Dreamcatcher. Bro. Ok. Et sinon, les gens, c'est quoi votre rapport avec Dreamcatcher? Dis-moi, Thomas. J'en ai aucun particulièrement. Moi, Stephen King, je l'adore. C'est toujours marrant de découvrir une adaptation de plus. Et donc toi, Eric? J'aime bien Stephen King et je me souviens plus trop à l'époque si j'avais d'abord vu le film et ensuite lu le bouquin ou inversement. Et j'avais trouvé que ce soit le bouquin ou le film, aucun des deux n'est incroyable, mais il y a un côté assez réjouissant dans la découverte au minimum du film. Ok. Et toi, Grégoire? Alors moi, je vais mettre un peu de background. J'ai jamais vu ni entendu parler de Dreamcatcher. Et comme vous le savez déjà, je déteste les films d'horreur. C'est vraiment pas mon délire. Et en fait, je me suis rendu compte que je connaissais pas du tout l'univers de Stephen King. Et ça, j'ai lu aucun de ses livres. J'ai vu qu'un seul film, et c'est ni Shining, ni La Ligne Verte, c'est Misery, que j'ai honnêtement adoré. Et du coup, quand j'ai vu que c'était du Stephen King, je me suis dit, putain, mais j'ai adoré Misery. Donc, il y a un monde où ça va être de l'horreur avec de la tension, comme j'adore ça, ou un film d'horreur un peu gore, parce que je sais que, par exemple, Shining est un peu plus trash, et je vais détester ça. Donc, je suis arrivé, en l'ayant jamais vu, avec beaucoup d'appréhension, et j'étais quand même très motivé. Puis, j'ai vu le film. Et toi, Léa, du coup? Alors, disons que j'adore Stephen King, j'aime beaucoup cet auteur. J'aime beaucoup découvrir les films de Stephen King après avoir lu le livre, parce que il y a quelque chose d'un peu satisfaisant de voir comment est-ce que ça a été adapté. Il y a énormément de films qui ont été adaptés des bouquins Stephen King. Malheureusement, alors je m'étais un peu donné le défi de lire Dreamcatcher avant de voir le film, dont j'avais entendu parler comme étant la pire adaptation de Stephen King. Spoiler alerte, c'est faux. J'ai vu des trucs vraiment 1000 fois pire, parce que j'aime beaucoup les adaptations de Stephen King et je regarde beaucoup. Celle-là, j'avais pas vu. Donc voilà, j'ai découvert comme ça. Je sais pas, c'est l'occasion, Dreamcatcher, let's go, voir un des pires films. J'ai hésité un peu à le relire, mais je crois qu'il fait genre 650 pages en une semaine, là, c'était un peu rude. Ouais. 600 pages. Ouais. Tu l'as lu, Thomas? Non. Ok. Justement, en fait, parce que c'est Thomas qui va nous donner le contexte. Dreamcatcher, qu'est-ce que c'est et pourquoi est-ce qu'on dit que ça s'est craché? Dis-nous tout. Alors, Dreamcatcher, il fait partie d'une liste de 59 longs métrages, 41 téléfilms et séries télévisées, 26 films dérivés qui sont soit des sites, soit du plagiat, une dizaine de bandes dessinées, plusieurs pièces de théâtre, quelques chansons, 2 opéras et une comédie musicale. Ce sont toutes les œuvres adaptées de l'univers de Stephen King. Ça fait beaucoup. Selon Wikipédia. Oui. Wikipédia. Non, mais il y a d'autres trucs où j'ai creusé un peu plus certains trucs et en fait c'est très flou quoi. C'est une liste. Déjà, ça donne l'idée de tout ce qu'on a là-dedans et je trouve que c'est assez fun parce que du coup, il y a de tout quoi. Il y a des grands réalisateurs, des petits réalisateurs, des trucs totalement inconnus et Dreamcatcher, il arrive un peu au milieu de tout ça comme une adaptation de plus. Il fait vraiment partie de la culture générale américaine. Au final, Stephen King, il y a tellement de trucs qui viennent de... Oui, non mais c'est ça. Et en fait, Stephen King, du coup, a écrit ce livre en 2001, juste après un accident qu'il a eu en 1999, où il a été renversé par une camionnette alors qu'il se baladait. Ça a niqué son mojo. Genre, il arrivait plus trop à écrire. Il était sous opioïdes. Genre, donc c'est à 2 doigts d'être totalement drogué. Il devait écrire à la main, tu vois, genre vraiment pas fun ce truc, tu vois. Et du coup, il a réalisé ce bouquin qu'il considère lui-même comme un de ses romans les plus mauvais, mais qui a quand même été 4e bouquin le plus vendu aux États-Unis en 2001 ou en 2002. Donc c'est quand même un gros succès commercial et je pense que c'est pour ça
que le film il a été adapté et sorti en 2003, donc 2 ans après la sortie du bouquin, ce qui est très rapide. Ils ont surfé sur la vague de Ouais, la c'est ça, quoi, genre, popularité. nouveau bouquin, hop, on enchaîne avec le film. Dreamcatcher, c'est réalisé par Lawrence Kasdan, qui est quelqu'un qu'on connaît pas trop. Mais si on creuse un peu, on se rend compte qu'en 1970, il a écrit un script qui va devenir assez légendaire, qui est Bodyguard, réalisé par Kevin Costner en 92. Donc le mec, il arrive à Hollywood avec ça, il galère à le faire, mais les gens aiment bien son travail, et en fait on se rend compte qu'il a travaillé sur le scénario des Aventuriers de l'Arche perdue, de Star Wars 5, Star Wars 6, plein d'autres films un peu plus drama, ce qui a l'air de plus l'intéresser en tant que réalisateur. Bon, il a aussi fait Star Wars 7 et Solo Star Wars Story, donc bon, c'est quelqu'un qui est bien incrusté dans l'univers hollywoodien, mais plutôt côté scénario et production. Dans ses longs métrages, bon, il va faire plutôt des dramas un peu humains, et là il avait envie de tester quelque chose avec des effets spéciaux, donc il s'est dit Stephen King, c'est parfait. Il s'agit de son 10e film sur 11, et il l'a avoué lui-même que ça a un peu niqué sa carrière en tant que réalisateur. Bah disons que si le 10e a niqué sa carrière, je pense que le 11e est pas fantastique. Ouais. En cherchant, on voit qu'après il devait enchaîner sur un film avec Tom Hanks, mais qui s'est pas fait à cause de l'échec commercial de ce petit film. La production de Dreamcatcher, derrière, c'est la société Castle Rock Entertainment, qui a déjà réalisé plusieurs adaptations de Stephen King: Stand By Me, Misery, les EVD / Shawshank Redemption, Dolores Claiborne, La Ligne Verte et Cœur perdu en Atlantide. Et ce film, il a coûté 68 millions de dollars. Et au casting, on retrouve beaucoup de second couteaux un peu américaines qu'on retrouve dans des séries et tout ça. En tout cas, moi, c'est que des têtes que j'avais déjà vues sans vraiment connaître leur nom. Donc Thomas Jane, Jason Lee, Damian Lewis, Timothy Olyphant, lui je l'aime bien, Tom Sizemore, et, cerise sur le gâteau, un Morgan Freeman en grand méchant manichéen. Ça fait plaisir. Dans la liste d'acteurs, moi, il y en a un que je connaissais, que j'ai reconnu, qui est Donnie Wahlberg, assez connu pour avoir participé à un boys band quand il était adolescent, mais surtout pour être le grand frère de Mark Wahlberg. Marky Mark, voilà, donc c'est le grand frère de Mark. Merci pour cette anecdote. Du coup, 68 millions de dollars, mais les recettes mondiales, 75 millions. C'est pas beaucoup. Et niveau critique, seulement 30% de critiques positives à la sortie du film. Ouais, on le redit, ça a un peu fait mal à sa carrière, le pauvre Kasdan. J'ai vu 1 sur 5 sur Allociné, j'étais mort de rire. Ah ouais, mais bon, après, je pense que le public a un petit peu plus aimé, mais voilà, la critique a dit que c'était de la merde grosso modo. Par contre, s'il y en a un qui est un peu moins dur avec le film, c'est Stephen King, qui a dit « C'est le premier film d'horreur et de suspense pleinement satisfaisant qu'un de mes livres ait inspiré au cours des 15 dernières années. » Alors après, en sachant que le livre en lui-même, il dit que c'est une grosse merde et qu'il l'a écrit sous opioïdes. Mais sachant que dans les 15 dernières années, dans les films de Stephen King, il y avait Cimetière, Misery, Les Évadés et La Ligne Verte. Je soupçonne que ce qui l'a plu, en fait, c'est entre autres que l'adaptation est très fidèle au bouquin. Ouais. Je soupçonne qu'une autre chose qui l'a plu, c'est que il a pas bien marché, il voulait faire un peu de thunes, donc il a dit allez le regarder, il est bien. Ça semble à une annonce de com, hein, vraiment. Et il a aussi dit, là je l'ai traduit un peu mal, mais il a dit ce film fait aux toilettes ce que Psycho a fait pour les douches. Ah oui. Oh la vache, oh. Psycho, c'est Psychose. Donc voilà, donc c'est un film qui s'ancre dans toute l'industrie de Stephen King parce que c'est un auteur à succès, on veut l'adapter, et qui a raté comme plein d'autres aussi. Et c'est bien que tu aies parlé d'adaptation, parce que moi c'était un truc où je veux pas qu'on réponde tout de suite, on va parler du film, et à la fin c'est un peu une question en suspens. C'est l'éternelle question de qu'est-ce qui fait une bonne adaptation, parce que ce film, il a l'air d'être assez fidèle au matériau originel de Stephen King, mais le film a pas l'air très réussi niveau critique, on va en parler. De l'autre côté, le cas le plus connu, c'est celui de Kubrick avec The Shining, qui est un très grand succès, mais par contre, il a dévié du bouquin, et là, Stephen King a trouvé que c'était lamentable. Du coup, il a refait lui-même une mini-série, The Shining. Un téléfilm. Un téléfilm, ouais, qui est intéressant, mais qui est pas bien réalisé, qui est un peu cheapos. Comparé à Kubrick, c'est compliqué, quoi. Et mini anecdote, Stephen King, il a accepté de donner les droits de certaines de ses nouvelles pour $1 symbolique pour des étudiants en cinéma et des jeunes réalisateurs. Donc c'est quand même quelqu'un qui aime propager. Il s'est fait tellement de thunes avec ses livres. Oui, maintenant il s'en bat les couilles. Ouais, mais il y a plein de gens qui se font énormément de thunes et qui continuent à vouloir faire de l'argent. Alors, il est vrai que Stephen King est globalement considéré comme un mec relativement bien. De ce que j'ai entendu. Ouais. Après, bon, il aime bien les gros billets. Hein. Il y a Running Man qui est sorti l'année dernière. Je pense que ça a dû lui faire un petit... Il a pas si bien marché. La moitié de ses bouquins, il les a écrits totalement sous coke, et il y en a, il s'en souvient même plus de les avoir écrits. Dont ça. Il a écrit combien de bouquins dans sa... si vous avez l'info, excusez-moi. Je me suis posé la question l'info quand que tu parlais. je voulais regarder ça et j'ai totalement oublié. J'ai compté tous les films. En fait, il a commencé il en sort
un ou deux par an depuis 1975. Donc à mon avis, on Sur doit XV être... creux. Bah, une centaine. Ouais, Mais des fois, peut-être pas une centaine, je en dirais fait plusieurs facilement, par mais an. facilement 75. Bah, c'est pour ça, un ou deux par an depuis 75. Donc, Ça fait 50 ans, quoi. Mais il y a personne qui a compté, je trouve pas sur internet. D'habitude, tu Eh cherches ben, sur je te internet. propose que Eric commence et toi, tu commences à compter. Oh putain. Des dons de télépathie, des enfants, de l'alcoolisme et un dénouement what the fuck. Dreamcatcher, c'est parti. Alors le film commence avec un personnage qui est un psychiatre qui est assis sur son bureau et qui est en train d'écrire sur son calepin en même temps qu'il y a son patient qui est allongé sur le canapé. On s'aperçoit que il prend des notes avec son crayon en papier dans son calepin et entre autres il dessine également une forme d'attrape-rêve. Et alors qu'il y a un échange avec ce patient qui est un mec en surpoids et qui raconte que il a tendance à beaucoup trop manger parce que c'est une façon pour lui de se rassurer, il se passe un truc étrange, c'est-à-dire que le psy prend la parole et il lui dit directement « Oui, mais en réalité, la raison pour laquelle vous mangez autant, c'est parce que vous vous sentez coupable de la mort de votre mère et vous vous sentez coupable parce que quand elle était en fin de vie et qu'elle vous a demandé votre aide, vous avez refusé parce qu'elle pesait tellement sur votre vie que c'était plus simple pour vous de vous en débarrasser, mais en réalité, vous n'avez pas à vous sentir aussi coupable que ça. » Et là, le patient, il pète un plomb parce qu'il dit « Mais je vous ai absolument jamais parlé de ça, j'en ai jamais parlé à personne, arrêtez de me raconter tout ça. » D'un seul coup, il se lève, il crie au psy « Arrêtez d'essayer d'entrer dans ma tête, je me casse. » Et donc, le psy se retrouve tout seul et on sent que le psy ne se sent pas bien. À ce moment-là, il ouvre un tiroir de son bureau et il sort un pistolet. Il rapproche doucement le pistolet de sa tempe. On sent qu'il est sur le point de tirer une balle quand d'un seul coup, le téléphone sonne et là, de nouveau, le psy a une sorte de pression, c'est-à-dire que avant même de décrocher le téléphone, il donne le prénom de la personne qui est en train d'appeler et il dit « Ah, c'est John Zay ». Il décroche, il l'échange avec un personnage qui s'appelle John Zay, où on comprend qu'ils se connaissent très bien et que c'est un de ses amis. Et finalement, après un échange qui est assez rapide, il raccroche et il choisit de ranger son pistolet, sachant qu'en plus de ça, il avait mal loupé son coup et en plus de ça, par mégarde, il a réussi à tirer dans un mur. Il a même tiré dans son diplôme. Ouais, Exactement. Pierre Psy, genre dans la même séance, il martyrise son client et se suicide. Essaye de se suicider, quoi. Ça a fait confiance. Je me demande comment les autres sessions se sont passées, tu vois. Je pense qu'il est pas revenu. Hein, le Non. Suicidaire et maladroit, c'est quand même pas de bol. Bah, étant fils de psy, je peux dire les cordonniers sont généralement les plus mal chaussés. Ouais. Ah oui, c'est vrai que ma mère est psy aussi. Ah, ça explique des choses. Ouais. Ensuite, on change complètement de décor pour découvrir un nouveau personnage. Ce personnage, il s'appelle Pete Moore et c'est un vendeur de voitures. Et il y a une femme, jeune femme blonde qui vient dans sa concession pour lui demander s'il peut faire en urgence un double de ses clés de voiture parce qu'elle a perdu à l'instant ses clés de voiture et elle en a besoin urgemment. Il lui répond que ça va être compliqué parce que il faut à peu près une journée pour faire le double des clés de voiture et ça arrange pas du tout la jeune dame. Donc la jeune dame est vraiment très très peinée et là Pete Moore de nouveau il commence à montrer qu'il a une sorte de don un peu particulier et il va proposer à la jeune dame de retrouver ses clés parce qu'il lui dit qu'il est incroyablement doué, un peu comme un pisteur pour retrouver des choses. Et donc avec elle, il va refaire le trajet de sa journée et on se rend compte qu'il se souvient beaucoup mieux qu'elle-même ce qu'elle a fait dans sa journée, alors même qu'il n'était pas là. Et donc, il va refaire tout le trajet de la façon dont elle a perdu ses clés pour finalement réussir à retrouver ses clés qu'elle avait fait tomber au fond d'une flaque d'eau boueuse. Et simplement, juste avant ça, un peu comme un salaud, il dit « par contre, si je retrouve vos clés, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on se fasse un rencard tous les deux ce soir ?» Et la meuf se sent un peu obligée de dire oui. Il y a deux petites choses que je voulais rajouter à ça. Quand John Z appelle, tu vois qu'en fait, juste après, il y a une petite scène où lui aussi est décrit. T'as une petite présentation du personnage où il comprend qu'un de ses élèves a triché à un examen parce que il a besoin de sa bourse et il dit genre bon, en fait à votre examen vous étiez pas là, mais par contre vous allez faire un essai et l'élève lui dit mais comment vous savez ça, vous étiez même pas là ce jour-là. Et donc pareil, ce personnage-là, on voit qu'il a un petit truc. Et l'autre gars, donc Pete, qui est dans la concession, c'est censé être un gros dragueur. J'ai mis dans mes notes, Pete, voiture, gros baiser. Voilà. C'est exactement ça. Moi, je l'ai vu arriver, la meuf qui arrive, et lui, il est vraiment genre, c'est à la limite, il se frotte les mains en mode genre, celle-là, elle est pour moi. Mais moi, j'ai cru qu'il était... Je l'ai vraiment avec des grands yeux en mode, non. Je la trouve trop belle. En plus, moi, je l'ai vu en français, et à la fin, quand il lui rend ses clés, il est vraiment en mode genre, ce n'est que de la chance. Tu vois, genre, et vraiment, mais t'es en mode, mais c'est giga creepy, quoi. Genre, pour l'instant, les trois, ils font peur, quoi. Genre, non, John Z, ça va. John Z, celui qui sauve l'ado d'être expulsé. Non, il sauve l'ado, mais en fait, la manière dont il
le fait, c'est pas, il est pas en mode genre, il aurait pu lire dans ses pensées et faire genre, ok, vas-y, c'est pas grave, tu vois. Là, il est vraiment en mode genre, tu sais, il t'analyse et il commence à dire à moitié des facts et tout ça, et toi, t'es en mode genre, attends, what the fuck, comment il sait. Je trouve que c'est ultra creepy, quoi. Pour sa défense, quand t'es prof comme ça, t'as certains archétypes d'élèves, notamment des boursiers, que tu commences à pouvoir reconnaître facilement, et bah, tu devines facilement que le gamin il est boursier, et t'as pas besoin d'être télépathe. Oui, il observe, il y a des chaussures pourries, etc. Oui, je ça, sais, mais du coup, il y a un peu ce côté, le combo des trois, où t'es un peu en mode genre, pourquoi il y a des mecs un peu flippants avec des pouvoirs, quoi, genre, Ouais. où on sait pas exactement ce que c'est parce qu'ils ont des trucs, C'est sûr qu'il y en a deux qui ont le même, et le troisième qui en a un autre, quoi. ouais, et le quatrième, t'es en mode genre, tu bouffes des cure-dents. T'as des lunettes de soleil. Ok, t'es le mec cool. Et ben justement, on change de nouveau de scène pour découvrir un nouveau personnage qui est Joe Beaver, mais en fait on va l'appeler Beaver du début à la fin, qui est en train de boire dans un bar, et effectivement, alors qu'il est en train de boire un shot, il a déjà un cure-dent dans la bouche, et c'est quelque chose qui va pas le quitter du film. À partir de là, il sort du bar, et il décide de rentrer dans une cabine téléphonique pour appeler John Dee. Et là, ils ont une espèce de discussion un peu étrange où il parle d'un personnage qui s'appelle Judith. Et on sait pas trop pourquoi. Il y a Beaver qui dit à Johnson de faire attention. Il dit, mais je dois faire attention à quoi? Et là, Beaver lui dit, je sais pas trop pourquoi. Et en même temps qu'ils sont en train de discuter, il y a Beaver dans sa cabine téléphonique qui écrit avec son doigt sur la buée à l'intérieur de la cabine téléphonique. Et on voit qu'il a écrit 4 lettres. SSDD. C'est juste bizarre de boire un shot avec le cure-dent. Genre, le cure-dent, Oui. il était dans le verre à shot. Moi, ce qui m'intrigue, c'est qu'à la fin du film, j'ai toujours pas compris ce que c'était que ce putain de SSDD. J'ai cherché pendant le film parce que je comprenais pas. Même en français, du coup, ils disent SSDD. J'ai jamais eu la réponse parce qu'en fait, ils ont utilisé l'acronyme. On retrouve John Dee, qui est donc le prof d'université qui sort du boulot et qui attend pour traverser la rue. Là, il y a un passant qui est à côté de lui qui est également en train d'attendre pour traverser la rue. Et t'as d'un seul coup John Dee qui se tourne vers lui en disant « Hein, quoi? Qu'est-ce que tu m'as dit ?» Et là, il y a le patient qui a dit « Bah, en fait, je vous ai absolument rien dit. » Et là, on sent que de nouveau, John Dee, c'est un mec étrange qui est capable, plus ou moins, à certains moments, de lire dans l'esprit des gens. Et à ce moment-là, John Dee, bah, d'un seul coup, se met à traverser la rue. Et alors qu'il est en train de traverser la rue, d'un seul coup, bam, il se fait défoncer, éclater de plein fouet par une voiture. Il est projeté sur le bitume. Il est par terre complètement en sang. Finalement, il y a une ambulance qui arrive. Et alors qu'on est en vue subjective dans l'ambulance avec les ambulanciers qui sont en train de le réanimer, d'un seul coup, à l'intérieur de l'ambulance, il y a un jeune enfant avec un regard un peu étrange qui lui sourit, et ensuite il y a un flash blanc. Et puis il lui dit attention, Easter Grey. Et tous les autres sont en train de dire genre, bah là, il va crever, quoi. Ouais. Les ambulanciers. Il y a un carton qui nous indique que d'un seul coup l'action a lieu 6 mois plus tard, et on est cette fois-ci dans un autre endroit qui n'a rien à voir, c'est-à-dire qu'on est dans une cabane au milieu des bois, et il y a Pete et Beaver qui sont en train de discuter, et il y a Beaver qui est en train de raconter ses histoires sexuelles en racontant qu'il s'est fait sucer par une fille la nuit précédente. Et là, les deux, comme deux gros lourdeaux, ils commencent à parler de leurs histoires de cul, ils commencent à parler du Viagra, de l'effet du Viagra, etc. Ensuite, on passe à l'extérieur de la cabane, il y a Henry qui est en train de discuter avec Jensen, et ils sont en train de ramasser du bois. Il y a Henry qui demande à Jensen si ces derniers temps il a pensé à Judith plus souvent que d'habitude, et il y a Henry qui lui dit que d'ailleurs c'est bizarre parce que le jour où il s'est fait percuter 6 mois plus tôt par une voiture, en fait il y avait Judith qui était de l'autre bout de la rue, et c'était effectivement un jeune enfant qu'on a vu qui était en slip, complètement amoché, et la raison pour laquelle Johnson a traversé la rue aussi vite, c'était justement pour pouvoir aller retrouver Judith. Et donc on a l'impression que Judith a provoqué le fait que Johnson se soit fait renverser, et ils sont tous les deux à dire mais je comprends pas, jamais il aurait fait quelque chose qui pourrait me causer du mal, il nous adore tous, jamais il ferait quoi que ce soit qui pourrait nous nuire, je comprends pas pourquoi est-ce qu'il a fait ça, c'est assez incompréhensible. Et il y a Henry qui lui répond peut-être que simplement on n'a pas encore tout compris, on sait pas exactement ce qui se passe, et l'histoire est incomplète. Yo, what the fuck, pourquoi il est vivant, quoi? Genre, moi, quand je regardais le film, on est vraiment passé d'une séquence où t'as des ambulanciers qui disent genre, là, on va pas pouvoir le sauver, à lui qui boite 6 mois plus tard, quoi. Effectivement, quand tu vois la force de l'impact qui se prend, et à quel point tous les passants sont en train de dire là c'est même pas la peine d'appeler une ambulance, de toute façon il est foutu, etc. On avait vraiment l'impression qu'il était en gros en train de mourir en 30 secondes là sur le macadam, et effectivement on le retrouve 6 mois plus tard en pleine forme. Il se porte bien, ouais. Il boite un peu, mais il a même pas de béquille, il a rien, enfin vraiment tout va bien, quoi. C'est assez impressionnant. Vous connaissez ma capacité à faire des dissociations pendant que je regarde des films d'horreur? Oui. Eh bien à ce moment-là, j'étais à
deux doigts d'aller calculer la vitesse de la voiture, le modèle et donc le pourcentage de chance qu'il avait de s'en sortir. Je me suis arrêté au moment où j'étais en train de dire non, je vais passer 3 heures, j'ai autre chose à foutre de ma journée, il faut que j'avance. Je pense qu'il manque une scène à ce moment-là où on le verrait se réveiller à l'hôpital et des gens qui diraient mais comment ça, mais je suis pas mort, non, on sait pas comment ça se fait, mais tu t'es réveillé et tout. Là, c'est vraiment en mode oh, il va crever. Et on se retrouve tout le monde dans la cabine, au point où moi je me suis demandé s'ils se retrouvaient pas justement en mode il y en a un de nos potes qui est mort, et j'ai mis du temps à comprendre qu'en fait il était pas mort et que Jonesy était pas mort et qu'il s'était pris un camion mais qu'il avait ressuscité et que qu'il avait survécu et que c'est ok avec tout le monde quoi. Mais normalement dans un bon film t'as cette scène qui montre que c'est étonnant qu'il soit pas mort, mais on te le montre quand même. Genre, c'est appuyé, ce truc-là. Et là, c'est pas du tout appuyé. Je pense que c'est une très bonne idée que tu as on pourrait faire un compteur des scènes manquantes pour bien expliquer tout le plot de l'histoire. Mais surtout, moi, je pense que j'ai cligné des yeux au moment où il y a le carton qui dit que c'est 6 mois plus tard. Mais oui, et on n'en sait rien. Dans ma tête, j'ai fait, mais donc là, en 3 jours, tu vas me dire qu'il va se remettre. Je pensais que c'était le week-end où ils devaient tous se retrouver. Oui, tu vois. c'est ça, ils ont dit qu'ils se... Mais moi aussi, j'ai vu sur le résumé que c'était 6 mois plus tard. Et non, il y a un carton, il y a un texte qui affiche clairement. Mais pourtant, j'ai vu la même version que toi, Eric. J'ai vu que dans le bouquin, c'était 1 an. Ah, c'est peut-être même plus cohérent. 6 mois, avec la rééducation et tout. Bon, bref. Donc, ils reviennent tous dans la cabane, et là, ils sont tous autour de la table en train de dîner. Ils sont en train de discuter de tout et de rien. Ils sont gentiment en train de se chambrer entre bros. Entre autres, ils parlent de cinéma, et à un moment, il y en a un qui dit ah bah de toute façon, ton anecdote, je vais la mettre à l'intérieur de mon tiroir, rien à foutre, dans mon hangar à souvenirs. Et en fait, c'est Johnson qui a dit ça, et les autres qui a dit mais attends, c'est quoi ton histoire de hangar à souvenirs? Et là, il y a Johnson qui raconte que en fait, la mémoire, c'est un peu comme une sorte d'entrepôt dans lequel tu stockes des choses, et de temps en temps, il faut faire du ménage, et que lui se représente son esprit, sa mémoire, etc., comme étant une forme de grand entrepôt. Et là, la mise en scène change, et justement, alors qu'il est en train de raconter tout ça, on voit justement cette espèce d'entrepôt mental de Jensen, où ça ressemble à une espèce d'énorme bibliothèque sur plusieurs étages, avec une sorte d'énorme escalier central en forme de colimaçon, dans lequel il y a plein de boîtes dans lesquelles il y a écrit le contenu des différents souvenirs qu'il a. Et là, par exemple, on voit Jensen en train de se balader. Il va descendre au sous-sol pour cramer certains souvenirs dont il a plus besoin. Il raconte que, par exemple, le fameux Dudit, qu'on n'a toujours pas vu, mais dont on parle depuis le début, il a droit à sa pièce à lui, qu'il y a certains trucs qui sont rangés à des endroits particuliers pour les trucs auxquels il tient vraiment, etc., etc. Et donc, on appuie vraiment pas mal sur cette histoire de hangar mental. Je trouve que cette représentation de la mémoire, c'est une des choses les plus belles du film. J'aime trop toutes les scènes qui se passent dans cette espèce d'immense endroit. En plus, quand il regarde vers le haut et on voit une espèce de verrière dont passe la lumière, tout est en sépia. T'as vraiment quelque chose de très nostalgique dans la façon dont c'est fait, avec des boîtes en carton, lui qui se balade avec, etc. Vraiment, ces scènes sont trop belles, et juste pour ça, j'aurais aimé en fait lire le bouquin et le voir après. Je pense que ça m'aurait trop plu de voir comment est-ce que ça avait été mis en scène, et la mise en scène elle est bien, elle est cool. Ouais, effectivement, là-dessus c'est cool. Et ils continuent tranquillement à discuter. Entre autres, ils parlent beaucoup du fameux Dudit, et ils trinquent tous ensemble en regardant un attrape-rêve qui est accroché à l'intérieur de la cabane. Moi, le film, par exemple, j'avais aucune idée de quelle était son histoire et tout ça, et de se dire que pour l'instant c'est quand même quelque chose qui est très très mental, hein. Et c'est intéressant, je suis d'accord avec toi Léa, je trouve que l'idée de cet entrepôt et tout ça, tu vois, l'attrape-rêve, on se demande où ça va aller. Et voilà, j'ai hâte que Eric, tu continues à le décrire, parce que je trouve que ce film, il est improbable dans sa manière de gérer son histoire, quoi. Ouais, je pense qu'il y a un truc qui est très intéressant, parce que dans les films, beaucoup, on voit, et de plus en plus, parce qu'il y a un problème de média-littératie, qui est le fait qu'on explique constamment, tout le temps, aux personnages ce qui se passe et ce qui s'est passé 10 minutes avant, notamment dans toutes les séries Netflix où, en fait, ils écrivent des séries pour des gens qui regardent leur téléphone. Là, en général, t'as vraiment ce truc de « Et donc, toi, dont le frère est mort depuis 10 ans et qui nous retrouve aujourd'hui dans cette belle journée d'été, 21 juillet. » Et t'es genre, mais tu le dis, personne ne dit ça dans la réalité. Moi, je dirais pas genre, et toi, Thomas, que je connais grâce à la troupe du Rocky, et que je... Je sais pas, moi je parle comme ça, hein. Oui, mais t'es chiant.
Ça ne se fait pas de parler comme ça. Il y a beaucoup de films qui font ça et au lieu de montrer des choses, ils vont le verbaliser. Et là, pour le coup, il y a plein de blagues et moi, j'étais là genre, ils ont plein de private jokes et je suis pas dedans. J'ai l'impression de retrouver des potes qui se connaissent entre eux et moi, je suis le puissant d'un pote et ils parlent entre eux et t'es là genre, ah ouais, haha, c'est drôle votre histoire en commun que vous avez et moi, je connais pas ça. Mais moi, j'aime bien parce que justement, ça montre qu'ils ont une grosse histoire en commun sans avoir besoin de nous mettre le fusil de Chekhov avant pour les histoires, tu vois. Ouais, oui, mais Mais non, c'est un peu long. en fait, je trouve que c'est intéressant la façon dont c'est mis en place, mais je trouve qu'on est un poil extérieur, mais en même temps, le fait qu'on soit extérieur, c'est innovant, c'est Ouais. improbable. T'inquiète pas, il y a plein de personnages après qui vont avoir que des phrases d'exposition et qui vont servir qu'à dire des C'est choses vrai. pour faire avancer l'histoire. C'est vrai, mais eux, Donc non. là, tu te sens pas impliqué. Après, tu vas être trop impliqué. Tu vas vouloir être lâché. Genre, lâchez-moi, lâchez-moi. Et tu dis pas de fusil de Chekhov. On nous parle de Dodits depuis tout à l'heure. Ils disent Dodits par-ci, Dodits par-ça. Ils ont deux mots à la bouche. Soit ils parlent de Dodits. Oui, c'est Et vrai. on a juste vu un gamin en slip sur un trottoir. Mais non, mais Soit ils nous parlent de leur beat. Genre, vraiment, hein, heureusement que t'as skippé, Eric. Parce que, genre, les 10 minutes où ils parlent de beat, mais j'en en peux plus. Donc voilà, moi, perso, ça m'a énervé parce que je suis en mode genre le film commence en mode des gens intelligents ils peuvent lire non c'est juste des gros beaufs qui ont des pouvoirs. En même temps ça fait du bien, c'est intéressant de se dire genre bah des gros beaufs qui ont des pouvoirs. non mais c'est Non, dans mais le sens c'est un mec dans le sens où lambda. c'est ouais voilà ils sont lambda mais en même temps t'es en mode genre est-ce que j'ai vraiment envie de voir un film sur 4 mecs lambda qui boivent des bières et qui parlent de beat, utilisent leur pouvoir pour potentiellement draguer, tu vois, genre je suis en mode mais lâchez-moi quoi, Il y je en veux a pas vous surtout voir. un qui a un gros beauf, c'est Pete. La voiture gros baiser, bière, Pete, Oui, c'est bah, le gros il y a, beau. il y a Après, alors, Pete qui a un gros baiser, il y a l'autre Beaver. Beaver, c'est quand même qui est un aussi gros un beauf, gros hein. beauf. Il y a Non, c'est les deux qui sont pas mal cul, le reste, les deux autres, oui, ça mais va. les autres ils continuent, c'est dans le groupe, tu vois, t'as l'énergie de groupe qui Ouais, les pousse à aller ça là-dedans. s'appelle le patriarcat. Oui, bah c'est de la merde. Les deux autres, c'est un peu les intellos. Il y en a un qui est psy et l'autre qui est prof à l'université. Ouais, je sais pas si c'est lié à ça, mais effectivement, ils sont moins beaufs. Classiste en plus le film quoi. Waouh. Ensuite, nouveau carton qui nous indique d'un seul coup, c'est un flashback qui a lieu 20 ans avant, et d'un seul coup, on retrouve tous nos personnages qui, du coup, sont joués avec des acteurs différents qui sont des gamins. J'ai trouvé les gamins ultra bien castés. Ouais. Notamment le gamin qui joue Pete. Il a la même gueule, c'était terrifiant. J'ai trouvé ça vraiment cool. Ouais, c'est vrai que c'est cool. La scène dure pas très longtemps, mais c'est vrai que c'est réussi. Donc on voit les 4 gamins qui correspondent aux 4 mecs en train de se balader, cette fois-ci en plein été, alors qu'ils sont quelque part dans le Maine, au milieu de la Cambrousse. Et alors qu'ils se baladent, ils trouvent par terre une chemise d'enfant et un peu plus loin une boîte de goûter. Et en plus de ça, sur la boîte à goûter, c'est une boîte à goûter Scooby-Doo. Et il y a une étiquette qui indique clairement, en plus de ça, à qui appartient la boîte à goûter, avec le nom du propriétaire et également l'adresse à qui rendre la boîte à goûter si jamais elle a été perdue. Et là, ils se disent, ah bah tiens, visiblement, c'est une boîte à goûter qui vient d'un des élèves pour déficients mentaux qui se trouve pas très loin d'ici. Les 4 potes continuent un peu à avancer en discutant. Et là, d'un seul coup, ils voient Duditz, qui est donc un gamin qui est par terre, en slip, avec 3 mecs beaucoup plus âgés que les 4. Ils doivent avoir facilement 4 ans de plus. Et les 3 mecs, c'est des gros connards qui sont en train de violenter le gamin. C'est-à-dire que déjà, ils l'ont foutu à poil, il se retrouve en slip. Et ils sont en train d'essayer de l'obliger à manger une crotte de chien. Les 4 potes, simplement, choisissent de prendre la défense du petit qui a absolument rien fait. Et ils menacent de dénoncer les bullies en disant, mais attendez, toi je te reconnais, t'es le quarterback du lycée, je vais dire à tout le monde ce que t'es en train de faire. Il y a les quarterbacks et ses potes débiles qui sont en train de dire, ah ouais, bah on va vous rattraper, on va vous péter la gueule. Et là ils disent, ouais, attends, Pete, il est super rapide, il fait de l'athlétisme au lycée, il y a personne qui peut le rattraper. Je peux vous dire que lui, il va foncer, il va en parler à ma mère, à sa mère qui va d'un seul coup appeler les filles, vous allez moins faire les malins. Et à force comme ça de résister aux 3 gros lourdeaux, les gros lourdeaux finissent par laisser tomber et arrêter de harceler le pauvre gamin, le pauvre Duditz qui était en slip et complètement amoché. Et à partir de là, bah, les 4, ils choisissent vraiment honnêtement de se préoccuper de lui. Et non seulement ils l'ont défendu, mais en plus de ça, comme le pauvre petit est complètement traumatisé, il y a un des 4, je sais plus lequel, qui décide même de lui chanter une petite chanson parce qu'il est complètement Beaver. traumatisé. Beaver. C'est Beaver et il dit même juste avant, vous racontez ça à personne. C'est extrêmement mignon, donc du coup il lui chante une chanson, une espèce de petite berceuse un peu pour le rassurer, et Duditz réussit à se calmer, et comme ça il lui rend ses vêtements, sa boîte à goûter, et on comprend
comprend qu'ils sont en train ensuite de le raccompagner tranquillement jusqu'à l'école pour enfants déficients mentaux. Et t'as oublié un point super important, c'est que ça se passe à Derry, qui est la ville de Ça, notamment, Oui. et qui est un gros point central dans plein d'œuvres de Stephen King, genre où il y a tout qui se rassemble un peu autour de En cette même ville. temps, c'est dans le Maine. En fait, ouais, effectivement, quasiment toutes les histoires de Stephen King se passent dans le Maine, et quand tu regardes les spécificités, t'as plein de villes fictives où d'un seul coup t'as des personnages qui vont passer par une ville qui est le centre de l'histoire d'un autre roman. Donc en fait, c'est par petites touches, c'est interconnecté. Et d'ailleurs, j'ai zappé certains trucs, dont entre autres le fait que déjà les gamins qui doivent avoir 12 ans, de quoi ils parlent entre eux, ils ne parlent que de cul. C'est assez Et impressionnant. j'ai dit, j'en ai marre, j'ai envie de les taper, ces bruits. Après, c'est des gamins de 12 ans. D'un autre côté, Oui, à la ceux qui limite, à parlent de 12 ans, cul, ça me va, choque tu pas vois. plus que ça. En tout cas, moi, ça m'a encore plus mis dans ce que j'ai raconté tout à l'heure, de vouloir, tu vois, genre aller dans ce truc un peu à la Shining, de se dire, genre, en plus, leur jeunesse s'est passée à Derry. Non, mais je veux dire, parce que tout est lié, même en fait, Shining, ça se passe dans le même univers que ça. Oui, oui, oui. Donc en fait, mais dans le sens où je me suis dit que ça allait vraiment aller vers quelque chose de presque psychologique, mental. Le fait qu'il inscrive ça aussi dans cet univers supernaturel qui est commun à tout ça, je me suis dit, ah bah du coup, est-ce qu'ils ont le Shining comme l'autre gamin, tu vois? Est-ce que... Oui, je pense que ça se rapporte un peu Oui, au c'est ça. Shining, en fait. Je suis une grosse King fanzouze. Et il y a des vidéos sur YouTube super intéressantes qui racontent tout le lore derrière. Ou genre un truc, tu tapes 40 minutes et c'est quelqu'un qui t'explique comment tous les bouquins sont reliés. Et en tout cas, moi, ça m'a, en voyant cette scène-là, je me suis dit, ah bah du coup, ça s'inscrit vraiment dans cet univers total de Stephen King. C'est pas quelque chose qui est à part. Et du coup, je me suis laissé imaginer à plein de choses qu'on pourrait avoir. Et je n'ai pas du tout imaginé cette suite de films-là. On retourne au temps présent, on découvre Pete et Henry qui sont avec leur voiture dans un village pas très loin de la cabane en train de faire leurs courses. Et au moment de repartir en voiture vers la cabane, il y a le vendeur, ou en tout cas un habitant du village, qui leur dit là par contre faites gaffe les mecs, il y a une énorme tempête qui arrive, donc dépêchez-vous d'aller à la cabane et ensuite protégez-vous bien parce que ça va tomber grave. Ensuite on retrouve Beaver et Jonesy qui sont tous les deux dans la forêt, qui sont dans une espèce de plateforme mise en place pour les chasseurs, et ils ont tous les deux leurs fusils, donc on comprend qu'ils sont en train de chasser. Il y a Jonesy qui voit au loin un cerf, il utilise la lunette de son fusil, il est sur le point d'appuyer sur la détente pour tuer le cerf, et juste avant de tirer, d'un seul coup, il s'aperçoit que c'est pas un cerf, mais que c'est en réalité un autre chasseur, et c'est un chasseur en plus ça qui a une combinaison rouge, un bonnet, et qui semble être en sale état. Il va voir le chasseur et il lui propose de prendre soin de lui et de le raccompagner à la cabane. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est une très fidèle représentation des chasseurs. Il y a un type avec un gilet rouge-orange qui resplendit et il le prend pour un chevreuil. C'est exactement ça. Tout le début du film, j'étais vraiment entré dans le délire de ok, c'est l'univers, d'où viennent leurs pouvoirs, c'est quoi l'histoire avec Dodie, je veux en savoir plus. Et l'arrivée de ce mec, c'est le moment exact où j'ai dit oh ouais, c'est bon. Et je suis sorti du film. C'est ce mec qui pour moi marque le moment de allez, c'est parti en couille. Je vais faire une compile, Grégoire, de tous les moments où tu dis c'est le moment où je suis sortie du film. Parce que tu le dis dans beaucoup de podcasts et c'est super drôle. On va y aller en Je suis freestyle. d'accord sur le fait qu'à partir de ce moment-là, le film part en couille. Ah ouais. Genre, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure en mode genre, je m'imagine un film comme ça qui va dans ce sens-là. À partir de ce moment-là, ça prend la direction opposée et ça fait genre nope. Et ben là, je m'attendais à ce que, au fur et à mesure du temps, on nous remémore leur passé ou ils découvrent leur pouvoir. Bah, c'est pas ça du tout, j'étais très déçu. Donc ils reviennent au chalet avec le type qu'ils ont trouvé parce que Jonesy qui était avec... Beaver. C'est Beaver et Jonesy qui sont Beaver et ensemble. Jonesy. Oui, qui ont trouvé donc le type qui était dans la neige et qui a failli se faire tirer dessus. Il le ramène. Au moment de le ramener, déjà il se rend compte que sa poitrine est énormément gonflée, comme si son sternum était très très en avant, que s'il y avait quelque chose. Et le type qu'ils ont trouvé dans la neige lui rote à la figure et il dit pardon, ça fait depuis... je suis perdue dans la forêt depuis hier, j'ai mangé des baies, et depuis que j'ai mangé des baies, je rote et c'est hyper gênant. Donc il le ramène dans le chalet, un peu en se marrant, un peu mal à l'aise. C'est là que tu vois que c'est pas réel avec le chasseur parce que le chasseur il s'excuse pas quand il te rote à la gueule. C'est vrai. Après, vu les trucs qu'ils font, parce que Léa n'a pas vraiment assez décrit, c'est horrible. Genre, c'est vraiment genre, il y a tous les bruits du monde et t'es en mode genre, mais pourquoi tu me montres ça, film? On a compris, tu vois. Le film insiste bien sur le fait que oh là là, il rote, oh là là, il pète, oh là là, il a un gros ventre qui bouge. Pour l'instant, il pète pas, on l'a pas encore vu péter, juste il lui rote à la figure. Oui, il le mais ramène dans le chalet et il l'assoit et il lui dit tiens, mets-toi devant le feu, mets tes mains, chauffe tes mains, tout ça. Et il le met bien. Et là, le type commence à péter. J'adore le fait que Léa ne peut pas dire ça sans rire intérieurement. Oui, j'adore les l'entends pets.
Tu l'entends rire quand elle dit oui, vrai. Et moi, ça J'adore ça. m'exaspère du coup à ce moment-là. Je suis en mode genre, mais où tu vas, film? Ce partage en couille total qui a fait, c'est la raison pour laquelle j'ai sélectionné ce film. Ok, Non, ouais, mais- j'entends. Non, mais ça se comprend. Je l'ai regardé et je me suis dit, genre, ce film a tout à fait sa place dans ce podcast. Mais quand tu te dis Stephen King, tu t'attends, même si tu t'attends à il y a des trucs un peu con dans Stephen King et ça arrive souvent. Mais c'est juste que jusqu'à présent, je trouve que c'est dans ce film-là et c'est mal fait, quoi. Pour moi, ça va pas du tout à l'encontre de l'univers de Stephen Non, King. mais en Il y a fait, c'est- beaucoup de choses qui sont vraiment pipi caca, En fait, sexe et Oui, tout. non, mais je suis d'accord. Non, en fait, moi, ce que je dirais, c'est que c'est avant qu'on rentre dans la suite, je trouve que ce film, il y a tout l'univers de Stephen King dedans. Il y a tout l'univers de Stephen King. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a pu tester, c'est dedans, sauf que ça dure 2 heures. Donc, du coup, le film, il veut tout mettre dedans et t'es en mode genre. Le problème avec ce que tu viens de dire, c'est que vu que moi je connais pas l'univers de Stephen King, là dans ma tête, l'univers de Stephen King, c'est un mec qui rote et qui pète, et ça me donne pas envie de voir les autres films, tu vois. Après, t'es pas film d'horreur. Oui, mais tu vois, par exemple, tu vois, genre, il y a des nouvelles où le mec qui rote et qui pète, genre, ça pourrait être une nouvelle, tu vois. Ouais. Sauf que du coup, t'as ce truc-là, t'as les gamins qui ont tes pouvoirs, t'as tous Oui, les non, trucs qui arrivent derrière. C'est Et du coup, super en couille. tout a sa place dans Stephen King, mais tout n'a pas sa place dans ce film. Retour, voilà, le chalet, le type qui sirote et qui pète. Il le donc déshabille, le met dans une espèce de pyjama, une pièce là de Wenji, le laisse dans une salle. Ils ferment la porte et ils vont un peu vivre leur vie. Et ils ouvrent la porte parce que Ça ça s'appelle pue. une grenouillère. C'est vrai que ça s'appelle une grenouillère. Et ils ouvrent la porte et ils sont morts de rire en mode ah ah ah, il a pété et tout, c'est drôle et ça pue. On voit ensuite le retour des deux autres personnages, donc Henry et Pete, donc Henry le psy et Pete qui drague à peu près tout ce qui bouge, qui sont en voiture, qui reviennent des courses. Et sur le chemin, ils voient au milieu de la route une femme assise au milieu de la route qui est dans la même tenue que le chasseur précédemment. Et il l'évite au dernier moment, sauf que là, ils font un roulé-boulé et ils font un énorme accident. Ils se retrouvent vraiment la voiture qui est retournée sur le dos. Ils arrivent à en sortir. T'as Pete qui fait une super blague en disant « Ah, je me suis cassé la jambe ». En fait, non, haha, c'était trop drôle, il s'est pas cassé la jambe. Et il y a l'autre qui fait genre putain, je venais juste de m'ouvrir une bière. Oui, bah Pete, ouais, idéal. Je viens de m'ouvrir une bière et je me suis cassé la jambe. Oui, T'as parce vraiment un qu'ils personnage buvaient des stupide. bières et ils allaient à fond dans la tempête. Hein. Ouais. C'est la raison. Mais c'est pas celui qui. Ah si, celui qui conduit lève aussi une bière, pardon. Donc, ils voient cette femme, ils sont en mode, elle est morte, ils vont la voir, elle est vraiment assise, glacée, avec de la neige sur elle. Ils essaient de la secouer un peu, ils font vraiment genre, eh oh! Et là, la meuf se réveille. Et Et elle tape, elle Elle le le tape. Ah tape. oui, elle lui tape dans les couilles. Dans la jambe. Dans la jambe? Dans la jambe. Ah, d'accord, ok. C'est pareil, on va dire les Mais couilles, alors, bien fait pour lui. On arrive à un autre problème que j'ai avec ce film, c'est que comme tout film d'horreur moyen, il y a des jumpscares. Et alors ces jumpscares dans ce film, je crois que j'ai jamais autant vu des jumpscares de loin dans ma vie. Il est très mal fait depuis le début. Oui. Donc, ils se rendent compte que cette personne est quand même très très mal en point et elle aussi, elle leur rote à la figure. Donc, petit retour, petit rappel du RAW. Mais donc, eux ne sont pas au courant que de l'autre côté, il y a Elle a aussi une quelqu'un petite marque sur le cou aussi. Oui, elle est... Elle a une sorte de rougeur un peu bizarre. Le chasseur comme ça, aussi, il a pareil. une rougeur Ouais. sur c'était le l'œil. visage. Est-ce que ce serait connecté Non. Tin, tin, tin. Ah ouais, donc là dans ma tête, on partait en film de zombies, j'ai fait vas-y, pourquoi pas, rajoute-en. Ils arrivent à la porter à moitié en sachant qu'il y a un des deux qui boite suite à l'accident, donc c'est vraiment un groupe déclopé. Ils arrivent à se poser dans un coin qui est un petit peu à l'abri et c'est donc Henry le psy qui décide de retourner au chalet pour récupérer la motoneige. Je sais même pas ce qu'il comptait faire, en vrai il comptait les ramener, les Oui, trois. je pense. Ouais, Ouais, ramener ok. au chalet, puis après Voilà. prévenir les Ah, secours. Ouais. Donc, on voit d'un côté Henry qui décide de partir pour aller en marchant jusqu'au chalet, et de l'autre côté, Pete qui doit surveiller cette dame. Il jure qu'il ne retournera pas à la voiture pour aller récupérer une bière. Et on retourne sur le chalet où il y a donc Jonesy et Beaver qui sont seuls avec ce mec très bizarre qui rotait et qui pétait. Et en fait, ils sont dans le chalet. Donc il y a l'autre gars qui fait sa vie là-bas. Et là, il y a tous les animaux qui sont en train de fuir, tu vois. T'as même un cougar qui passe. Et ils ont Ouais. tous des Et plaques rouges. Il y a un petit raccoon tout mignon qui marche. Voilà. Ploup, 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 ploup. Et cette scène m'a explosé de rire parce que tu te rends compte qu'ils passent tous dans les 3 mètres devant la maison. Oui, c'est ça. Pas plus loin. Ouais, ils ont Genre, décidé, il y a une autoroute, ils passent tous là. Et attends, fallait pas que le budget explose. Hein. Il a déjà coûté bien assez cher. Donc du coup, il y a tous ces animaux qui sont en train de fuir et eux, ils sont un peu en mode genre, bon, là, c'est chelou quand même. Et Là, il y c'est un peu a chelou. ils entendent le bruit d'un hélicoptère aussi. Oui, et du coup, ils sortent dans la rue et il y a cette scène de dialogue Enfin, très dans la neige. mémorable où ils sont devant la maison. Il y a un hélicoptère au loin avec un mégaphone. Ils Le agitent les mégaphone bras. leur dit genre, c'est de la quarantaine, restez là, ce sera dans 48 heures, ce sera fini, ne bougez pas.
et eux, ils leur parlent. Et il y a un dialogue. La manière dont le film est monté, t'as l'impression que les gens de l'hélico, ils y répondent. Parce que du coup, ça s'alterne, tu vois. Et du coup, t'as vraiment cette scène où tu vois des gens parler à un hélicoptère et l'hélicoptère qui leur répond. Et t'es en mode genre, bon, ok, d'accord, c'est très bien. Et ensuite, là, on a la première apparition de Morgan Freeman. Alors, moi, je l'ai noté, on en est actuellement à 40 minutes de film. Enfin, quand j'ai regardé les synopsis et toutes les présentations du film, c'est la tête d'affiche du film. C'est l'acteur le plus cher. Mais en tout cas, c'était le premier dans la liste des distributions à chaque putain de fois. Il arrive au bout de 40 minutes de film. Faut les faire foutre un moment. Ça reste le méchant du film, un des méchants du film, tu vois. Et du coup, bon, je sais pas, sur 2 heures de film, ça va, quoi. Il en reste les 2 tiers avec lui, quoi. Ouais, bah, quand t'arrives après un tiers de film... Après, je suis pas d'accord parce que vu que les 2 tiers où il joue, il est très mauvais. Genre, j'aurais préféré qu'il arrive encore plus tard. Ça, je te l'accorde. Mais l'autre truc qui m'a trigger de ouf, c'est film, t'as déjà trop de choses. Me rajoute pas Morgan Freeman en plus, quoi. Toute la publicité s'est faite sur le fait qu'il y avait Morgan Freeman. Et moi, ce qui est marrant, c'est que j'ai pré-shot dans ma tête, Morgan Freeman, ça va être leur mentor. Et en fait, je me rends compte que non, c'est un militaire dans un hélicoptère. Et j'étais genre, ok, Et film, ils font un tu eye m'as eu. contact ridicule. Ouais. T'as vraiment genre le zoom sur son visage où il fronce les sourcils et Beaver en contre-plein qui lui fait des fucks comme ça vers l'hélicoptère. T'es en mode genre... Mais quel sourcil! Ah Quel ouais, sourcil. oh là, waouh, oui. Des sourcils beaucoup trop gros pour nous. Et donc, ils reviennent dans le chalet. Et là, qu'est-ce qu'ils voient? En rentrant dans le chalet, il voit qu'il y a du sang à peu près partout. Et surtout, il voit que, enfin, pas partout, mais il voit qu'il y a un chemin de sang qui va de la chambre où était le mec aux toilettes. Et ils vont voir, ils ouvrent la porte de la chambre en se demandant s'ils sont re-rentrés, s'il est re-rentré dans la chambre ou non. Et ils voient globalement, imaginez que quelqu'un a accouché dans le lit, t'as le même résultat après. Ouais. Genre, on dirait que ça a été projeté partout, quoi. Ah oui, alors c'est vrai qu'il y en a un peu partout, mais genre vraiment le lit, il y a une mare de sang, tu vois. Oui, Et c'est comme s'il y avait une césarienne à vif, sans rien, sans compresse, quoi. Ouais, vraiment un peu énervé. Et ils se disent, putain, j'espère qu'il va bien le boug. Donc ils retournent vers la salle de bain, et ils toquent à la porte, puis le mec il répond pas. Et ils disent cette phrase Scooby-Dooby-Doo, on a du boulot devant nous. Ah, j'adore les références dans le film. Je crois que c'est un de mes trucs préférés. T'es en mode genre, mais putain, mais le contexte, quoi. J'adore. Donc Oui, parce qu'en anglais, c'est Scooby-Dooby-Doo, we got a job to do, et c'est dans le générique. C'est aussi parce que Judith est fan de Scooby-Doo, c'était sur sa boîte à goûter. Oui. Mais moi j'étais trop content d'avoir des Scooby-Doo toute le Mais du coup, t'étais à ce truc un peu de tension qui monte en mode genre, il y a du sang et tout ça, et t'arrives à un moment, un moment dans le film où tu te dis genre, oh, il se passe un truc, tu vois. Il se passe un truc, c'est tangible, c'est maintenant, et t'as la seule putain de phrase, c'est Scooby-Dooby-Doo, on a du boulot devant nous. Casse pas l'attention! C'est stupide. Mais il répond, le gars. Justement, moi, ça m'a perturbé parce que le gars dit non, vous rentrez pas, c'est bon, je fais bien et tout. Oui, je suis juste un gros caca, laissez-moi! Mais là, mais c'est moi qui ai inventé un truc où il répond. Non, il lui répond. Et il répond, Mais ça d'accord. m'est sorti de ma tête parce que 10 secondes plus tard, ils enfoncent la porte et tombent sur le mec qui est effectivement assis sur les chiottes. Tu vois qu'il y a du sang partout. Ah ouais, et là, dans la partout, salle de bain. recouvert partout, tu vois, genre Vraiment. au plafond, les murs. Partout, c'est un bain de sang, quoi. Ça, mais... Et ils disent, bon, frérot, t'es encore en vie? Et là, il répond pas. Puis, il y a un truc, ils disent, c'est qu'a priori, il vit encore. Alors, sachez que non, parce qu'en fait, quand tu meurs, Tu te chies dessus. voilà, entre autres. Tous les fluides s'échappent. Tu te chies dessus, c'est pas genre un sport de combat japonais. Et alors, pardon, j'ai oublié de le dire, mais un truc qui m'a fait exploser de rire aussi, les mecs, ils demandent si le gars, il va bien. Ils sont pas télépathes depuis le début, les deux, là. Oui, attends. Ça va être mon problème pendant tout le film. Ouais, hein. C'est l'utilisation de leur pouvoir. Ouais, Ils utilisent leur pouvoir pour abuser de leur poste de travail ou pour draguer des meufs. Mais quand il s'agit de survivre, il n'y a plus personne, quoi. Après, c'est des Américains moyens. Il y a aussi la question de à quel point ils maîtrisent leur pouvoir aussi. J'ai l'impression que même si tu maîtrises pas tes pouvoirs, tu vois, t'es censé savoir si le mec il renvoie quelque chose télépathiquement, tu vois. Mais vraiment, quoi, parce qu'en fait, le film, tout le début du film, ça passe 40 minutes à te dire, ces mecs ont des pouvoirs, Et puis, on va construire le film là-dessus. Tout le reste du film, on s'en bat les couilles. En fait, c'est comme si tu voyais Iron Man et qu'au bout de 20 minutes du film, il disait Et il mettait l'armure dans un placard. Mais oui. Ouais, oui. Et de temps en temps, il ouvrait le placard, non, elle est belle, mon armure. Ouais, et après ça repart. Et t'es en mode, mais non. Et 5 minutes avant la fin, genre, putain, comment je vais faire? Mon armure. Bref, le mec sur les chiottes se viande et ils se disent, mais du coup, il est mort. Mais du coup, qu'est-ce qui est tombé? Oui, parce qu'ils lui ont fait une petite tape sur le dos et il a fait une roulade dans la baignoire. Qui vole, quoi. Et on voit son cul béant plein de sang. Hein. Ouais. C'est important parce qu'on voit 2 culs béants plein de sang dans ce film. Donc je pense que c'est important de. Mais je me suis demandé si c'était le compteur. film ou si c'était Stephen King qui Premier aimait cul bien le béant. caca. Ah oui. Ça va, il y en a que 2. Ah, attends qu'on arrive au deuxième. Ça fait le deuxième, il est magistral. Hello.jpg. Oh non. Oh non. Et donc, là, ils se rendent compte qu'il y a quelque chose Dans les chiottes. dans les chiottes. Donc, Oui, j'ai fait- pendant que je crois que c'est Beaver s'approche pour regarder,
il y a John C qui a un réflexe qui referme les chiottes Intelligent. Putain. et que ça commence à bouger. Donc il y a Beaver qui s'assoit dessus et ils disent ok, c'est la merde. Il y a un truc qui essaye de sortir. Faut qu'on aille chercher du duct scotch, tape. du duct tape pour bien refermer le truc. Donc ils se foutent sur la gueule pendant 5 minutes pour savoir lequel il va parce que les deux veulent faire le héros et rester. Bon, finalement, c'est John Z qui va chercher. Et pendant qu'il va chercher le scotch dans la remise, comment il s'appelle, Beaver est un peu stressé. Et du coup, il veut mettre un cure-dent dans sa bouche pour se déstresser, comme d'hab. Et en sortant, ça bouge, donc il fait tomber les cure-dents. Putain, c'est stupide. Moi, dans ma tête, c'était une métaphore ou un genre, clairement. Mais en fait, ils auraient dû le faire fumer, quoi. Parce que à la limite, si le mec il avait des joints, parce que là, t'as raison, il fait tomber sa boîte de cure-dents dans le sang, sauf 2 cure-dents un peu loin qui sont pas dans le sang, tu vois. Et il veut absolument les récupérer. Parce que j'ai vu ça dans je sais plus quel animé, excuse-moi, j'ai vu ça dans je sais plus quel animé des années 80 où les mecs ils ont censuré des clopes par des cure-dents, donc c'est pour ça me choque. Bah, même Lucky Luke. Lucky Luke, ouais. Putain, c'est vrai qu'ils ont fait ça dans Lucky Luke. Mais c'était un truc de blé, c'est pas un cure-dent. Oui, mais Ouais. c'est la même chose. Mais Mais il y a des dans blagues, il y la a un bouche. paquet. Mais Mais du ouais, coup, ouais. tu vois, genre, si ça avait été des joints, j'aurais déjà beaucoup plus facilement accepté que le mec risque sa vie pour en fumer un dernier avant de crever, tu vois. Oui, parce que vraiment le mec qui cherche, enfin c'est le mec qui va chercher son dernier pocheton de weed. Et Enfin, je suis désolé, on a dit que la salle de bain, il y avait du sang partout. Partout. Il y a genre un carré de carrelage. un carré de 4 par 4 cm où il n'y a pas de sang et il veut récupérer ça. Je suis désolé, hein, mais moi, Même si c'est blanc. même si c'est blanc, genre je fais pas confiance à cette saloperie, quoi, tu vois. Surtout quand il y a un mec avec un trou du cul ouvert Devant toi. devant Et toi. qu'il y a un truc qui est sous ton cul et qui tape parce qu'il veut sortir, quoi. Mais bon, ouais, Et c'est du un coup, peu absurde. il a fait le move le plus intelligent de fermer la toilette en mode genre c'est dangereux, faut qu'on ferme. Et là, il fait le move le plus con. C'est John Z qui ferme Ah, les c'est John toilettes. Z Donc, Ouais, lui, Beaver, il a il le fait réflexe tout. de s'asseoir dessus. Ah, lui, tu vois. il est juste con. Non, Beaver, il est vraiment con. Hein. On se demande s'il va rester vivant le reste du film. Et donc John Z est en train de chercher les duct tape partout pendant qu'à côté Beaver est en train d'essayer de récupérer son cure-dent, sauf que malheureusement son addiction au bois l'a eu. Bah, pendant qu'il se penche un petit peu, le truc donne un grand coup vers le haut, il est propulsé en avant, le machin sort, et on se retrouve avec un genre de... Une lamproie. Une lamproie, pour ceux qui connaissent C'est une pas, sangsue avec des dents. voilà, ça ressemble à une sangsue, mais avec des dents. Donc, en fait, littéralement, ça ressemble à une bite, avec au bout de la bite une grande fente allongée et plein de dents En fait, de chaque côté de la fente. faut imaginer une chatte au bout de la bite. C'est une chatte Avec avec des des dents. Avec des dents. Mais les chattes ont des dents. Oui. Donc une chatte. Donc à l'aide. Ah, ça ressemble à ça. Le sexologue m'a très mal regardé. Mais du coup, pour revenir sur ma métaphore, dans Fullmetal Ou une Alchemist, belette il y a du un cul. moment un personnage qui s'appelle Envy qui ressemble maintenant à une petite larve pendant toute une partie de la série. Et globalement, c'est cette larve mais en plus long. Parce que c'est vraiment le même délire. Ok. Voilà. Donc on sait qu'une belette anale, qui est cette espèce de grosse bite à dents vagin, elle est sortie du cul du gros. Elle est tombée dans la cuvette des toilettes. Lui, il a essayé d'empêcher de la sortir. C'est quand même sorti. Et là, du coup, il fait vraiment face à la tub géante. Et franchement, moi, je dis bien fait pour sa gueule parce que ça fait 40 minutes qu'il parle de tub. Et du coup, là, il va enfin s'en prendre une grosse. Du coup, il y a un peu ce truc-là où il est en mode genre, il met ses mains devant lui en mode m'attaque pas. Le truc, ça fait genre un move de ninja. Et on se retrouve avec, il a plus de doigts sur une main. Le truc lui a bouffé les doigts. Et il crie pas. Sa réaction, c'est en mode genre, what? Et grosso modo, le truc lui saute au visage et le bute. Et juste avant qu'il le bute, qu'il lui saute vraiment au visage, il y a John Z qui arrive et qui fait quoi? Et qui a le Ah oui, duct c'est tape vrai. dans la main. Et en fait, il peut pas C'est sauver vrai. son pote qui lui dit barre-toi Oui, et pardon. ferme la porte. Et barre-toi et ferme la porte. Et lui, il est en mode genre, bah non, je vais te regarder mourir. Du coup, il voit son pote en train de mourir, il ferme pas la porte. Il voit la lamproie de merde qui se rapproche, il ferme pas la porte. Il voit qu'elle commence à accélérer, là il se dit genre, là je vais peut-être fermer la porte. Donc il ferme la porte, et là on voit le truc qui commence à essayer de la grignoter. Tu vois les bouts Qui de dents. donne des gros coups dedans en mode. C'est très bien Johnny. fait. Moi, j'ai quand même trouvé très très bien faite cette Non, vigilance. la lamproie est bien faite, ouais. Et donc il reste à tenir la porte, il tient la porte, et là, il casse la poignée. Ça s'ouvre lentement, elle lui passe entre les jambes, et au moment où elle passe, on voit une grosse sombre derrière lui qui apparaît, et vraiment il se retourne. Ça, on a un plan qui commence au bas où on voit des pieds très moches, très gluants, et on remonte, et on fait vraiment face au cliché de l'image du martien gris avec des gros yeux, mais sauf qu'au lieu qu'il fasse 1m10, il fait genre 2m40. Et du coup, on reprend depuis le début du film. Moi, mon cerveau, il me dit genre, les gens, ils ont des super pouvoirs, ça se passe à Derry, donc ça veut dire qu'il y a le clown qui existe. Ensuite, on a une maladie, ensuite, on a une lamproie du cul. Maintenant, on a des aliens. Tu vois, à ce moment-là, je suis vraiment en mode, il se passe tellement de choses d'un coup dans le film que mon cerveau, il comprend pas, quoi. Je suis en mode, qu'est-ce que tu veux me raconter? Et surtout que l'alien, d'un coup, il se transforme en lamproie géante dans un nuage rouge et il disparaît. Par contre, j'étais un peu triste parce qu'une des raisons qui m'a motivé au début du film, c'est qu'il y a un mec qui s'appelle Beaver et Dieu, vous savez que j'aime bien les castors. Bah, il est mort. Après, il a franchement mérité sa mort. C'était vraiment un truc du cul. Et du coup, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, genre, dans ce film, il y a tout Stephen King.
Parce que t'as des aliens, t'as des monstres chelous, t'as des trucs sanglants, t'as de la télépathie, t'as des gros militaires américains qui veulent contrôler la situation. Tu vois, genre, c'est vrai. T'as vraiment, genre, si tu aimes Stephen King, sur le papier, tu devrais aimer ce truc-là, mais ça marche pas. Donc oui, on est à John Z qui vient de se retourner, qui a vu ce petit extraterrestre trop mignon qui lui envoie de la poudre au visage. 2m40. Ouais, mais il pas a des trop petits, mignon. il est des petits mignons, t'as envie de dire, oh, que bon. Non, oh, le t'es truc, perdu. ce truc-là fait 1 mètre. T'es en mode genre, ah, c'est cute. Ouais. Là, t'as l'impression que c'est le grand frère de l'alien qui arrive Que et qui est t'as en mode tapé genre, avant. ouais, c'est ça, et il est en mode genre, t'as mal parlé à mon petit frère. Il va te péter la gueule. Et sauf qu'au lieu de péter la gueule, il se transforme en particules de poudre rouge et tu comprends que John Z le respire et qu'il y a quelque chose qui change chez lui. Il fait un espèce de sourire à la fin en mode « Il s'est passé quelque chose avec John Z ». Et là, je suis vraiment désolé pour cet acteur à qui on a fait jouer ce rôle, quoi. Parce que tout le long, maintenant, il va avoir 2 personnalités et il va totalement switcher entre ce sourire un peu narquois et le lui normal, hein, pour montrer que ça change, quoi, de personnalité. C'est vraiment, ils ont fait Gollum avant l'heure, quoi. Mais Gollum, tu vois, genre, il est un peu recroquevillé sur lui, tu vois, c'est la tête qui change, t'as de la réalisation aussi qui montre qu'il change de personnalité. Là, c'est vraiment dans le même plan, il va se parler à lui-même et du coup, il va juste à sourire de manière maniaque et à plus sourire, mais ça fait si faux, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est... Et puis surtout, ils font un changement de plan en retournement horizontal, donc t'as vraiment un truc miroir. Ah ouais, mais et du coup, c'est pour ça qu'il y a personne qui aurait pu bien jouer ce rôle-là parce que c'est mal écrit et mal filmé, quoi. Bah, je pense que ça aurait pu être bien joué si ça avait été monté autrement et coupé autrement. Oui, mais du coup, il y a rien qui était avec lui dans ce film, quoi. En revanche, il y a un truc sur lequel j'aimerais revenir. J'ai beaucoup entendu parler de Dreamcatcher comme étant un film qui a été fait avec des effets spéciaux nuls. Mais vraiment, genre, on m'a dit, ouais, mais Dreamcatcher, genre, il est super moche, ce film et tout. Et honnêtement, bah, j'ai regardé Signe, le film de M. Night Shyamalan. C'est sorti en 2003, donc 1 an après. Bah, les extraterrestres de Signe, ils sont même carrément pas mieux que les extraterrestres qu'on voit dans Dreamcatcher, qui sont pas si moches en fait. Enfin, genre ça se défend pour la 3D de 2002. Je trouve que c'est ok. Je sais pas, moi j'ai vu ça sur un vidéoprojecteur pourri en 720p avec un no signal écrit au milieu parce qu'il est en train de se détériorer. Attends, genre vraiment, pour moi, le niveau de pire que t'aurais pu dire, c'est moi j'ai vu ça sur mon téléphone poursuivi par des loups. Non, mais du coup c'est à la fois... Donc en fait, je pense que ça a caché les CGI un peu nuls. Je l'ai regardé en 720 ou 1080 sur mon ordi. 1080 je crois, sur mon ordi, et franchement... Alors moi, les CGI éclatés, je les ai bien vus, mais je me suis dit, bah vas-y, 2003. Mais ouais, non, mais pour 2002, et pour 2002, c'est pas si pire, c'est 10 ans après Jurassic Park. En fait, c'est 10 ans après Jurassic Park. Ok. Il y a des reptiles avec des... Non, je peux pas me dire. Le problème, c'est juste que vu que le film n'a vraiment aucun argument positif, il a rien pour lui. Du coup, ça fait que c'est tellement plus facile parce que du coup, tu t'accroches pas à l'histoire. Donc tu te dis, bon, au moins, on va peut-être voir si la réalisation ou les effets spéciaux... Non, même à ça, tu peux pas t'accrocher. Et du coup, même si c'est pas si pire que ça, il y a juste un nivellement par le bas total parce que l'ensemble du film est médiocre, quoi. Mais pour moi, c'est ça. Enfin, jusqu'en 95, tu avais le droit de faire de la 3D comme ça, mais après 95, tu pouvais plus vraiment. C'est pas beau. En fait, tu l'as dit tout à l'heure, hein, le seul moment vraiment beau du film, c'est quand tu découvres la putain de bibliothèque mentale. Et moi, il y a quand même un truc qui me fait grave sortir du film, c'est que le mec, depuis la bibliothèque mentale, il y a son bureau, et son bureau verrait par ses yeux, je comprendrais, mais il le voit à la 3e personne. Je comprends pas. Tu peux pas te voir à la 3e personne, même si t'es télépathe. Oui, parce que quand l'extraterrestre possède John Z, il se retrouve, lui, dans sa bibliothèque mentale. Ce qui est un thème assez propre à Stephen King, de se retrouver un peu dans son intérieur quand tu te fais posséder par une entité. C'est pas la première fois que je vois ça dans son œuvre. Et il voit différentes scènes qui se passent quand c'est l'extraterrestre qui a pris possession de lui. Il le voit effectivement à la 3e personne, mais il ne peut pas avoir de contrôle dessus. Donc il y a quelque chose de très frustrant dans cette situation. D'ailleurs, John C. possédé prend le motoneige pour partir. En fait, son but c'est de s'éloigner. On a à ce moment-là effectivement cette discussion entre lui et lui-même où en fait l'entité qui a pris possession de lui se rend compte que John Z a plus de connaissances que ce qu'il croyait et il connaît même son nom qui est donc Mr. Grey.
Et à ce moment-là, il se dit, oh là là, cette personne est peut-être une menace pour moi. Et donc, l'entité essaye de rentrer dans sa psyché warehouse. Pendant ce temps-là, on voit Henry qui marche vers le chalet, qui arrive dans une scène d'absolu cauchemar où Beaver est mort à côté des toilettes, où tout est recouvert d'une espèce de matière rouge hyper chelou, un peu de décomposition Ouais, de rouge, champignons, de champignons genre de bizarres. moisissure, comme si c'était de la mousse rouge un peu. Voilà, exactement. Et il est en mode what the fuck. Même le Dreamcatcher qui est installé au milieu de ce chalet, qui a un immense attrape-rêve, qui est aussi à moitié recouvert de rouge. En fait, on voit que cette matière rouge est vivante et continue à recouvrir le reste de la surface. Il y a, avant qu'on arrive à ça, on voit les généraux qui parlent. C'est vrai, Morgan on parle de Freeman. l'armée. Et en fait, du coup, on se retrouve avec Morgan Freeman qui explique tout le film à son second. Donc en fait, il y a un second qui arrive et il est en mode genre « Ah, bienvenue, tu es là, tu vas prendre ma relève. Tu vois tous ces gens? Ils sont contaminés par les aliens. On va les buter parce qu'ils sont contaminés. » Le mec, un peu raisonné, dit « Oui, mais il y en a genre une toute petite portion qui ont des lamproies du cul qui leur sortent et qui peuvent contaminer les gens. » Et Morgan Freeman fait « Mais vous prendriez le risque ?» Et lui, il est en mode, et il fait très très bien, on va tous les buter. Là, il y a un petit second, un jeune militaire qui arrive. Cette scène m'a fait mourir de rire. Et il est en mode genre, vous avez laissé passer des gens. Oui, j'ai laissé passer des gens. Mais vous avez vérifié s'ils étaient contaminés. Le gars répond pas. Il m'a dit qu'il l'était pas. Et lui, en tout cas en français c'était drôle parce qu'il fait vraiment parole de scout. Putain, oui. Et du coup le mec, d'un coup tu vois genre, il était en mode ultra serein, je mens et tout ça. Il y a Morgan Freeman qui lui fait parole de scout. Et là genre il se met à suer, tu vois genre putain, je peux mentir mais la parole de scout je peux pas la trahir. T'as 35 ans, frérot. Et du coup, il tu lève- n'es plus scout depuis. Ouais, c'est ça. Attends, Castor Junior, tu l'es quand t'es enfant, mais tu l'es aussi toute ta vie en fait. Castor Junior forever. Du coup il lève la main, Putain. tout tremblant, il fait genre je le jure. Et là il y a Morgan Freeman qui tire qui tire sur un doigt et qui lui coupe un doigt avec son gros flingue. Et bon le mec il part en pleurant. Morgan Freeman il nettoie, il range le Il lui range dit le toit. repars avant que Avant tu que je te sois- fusille, avant que quoi. que je fasse fusiller. J'aime bien souvent le trope du méchant qui est tellement méchant qu'il tue ses Ah ouais. propres troupes. C'est ça quoi, genre. Et t'as l'autre qui est vraiment genre c'est pas un peu excessif. Et Morgan Freeman qui est en mode tu as raison, je me laisse un peu aller. C'est la fin de ma carrière, je sais plus trop ce que je pense. Tiens, prends ce flingue. Tu vas me remplacer, tu vas prendre ce gros flingue tout doré. C'est la mafia, ce truc. Les autres, ils parlent de leur bite, eux, ils parlent de leur gros canon. Après, t'as l'opération Blue Boy, alors que les autres, ils parlaient de Viagra, des comprimés bleus. À ce moment-là, j'étais en mode genre, il y a des aliens et tous les humains, ils parlent de bite, quoi. Genre, c'est qui a la plus grosse. En et tout ça. vrai, franchement, accurate. Ah ouais, mais Moi, vraiment. ma tech, c'est qu'après son accident, Stephen King, il a passé un mois dans une chambre d'hôtel et tout ce qu'il avait regardé, c'était des putains de pornos. Je trouve que c'est un peu drôle d'avoir Morgan Freeman en facho, parce Ouais. que ça n'arrive pas souvent. Ça n'arrive pas Voilà. Ouais, d'habitude, c'est un mentor. C'est et toujours vrai le que- mentor un peu gentil et tout ça, alors que là c'est juste un méchant bas de gamme très nul quoi. On va revenir du coup à l'alcoolique avec la meuf sous le porche. Oui, voilà. Sous à cette Pete. espèce d'abri qu'ils ont pris. C'est ça, où lui, bah, du coup, en fait, on voit là qu'il a récupéré les bières et hop, il revient, il s'assoit, il lui parle, il prend une bière et là, on a un plan où on commence derrière la meuf est allongée, couchée sur le côté, tu vois, comme si elle dormait, il lui est en mode genre t'as bien raison de dormir, on est explosé. Et là, t'as la caméra qui avance, qui longe son corps et là, qui arrive au deuxième prolapse du film où on voit un deuxième cul béant plein de sang. Donc on se dit genre la lamproie bite vagin à dents de l'enfer s'est échappée. Et du coup, la caméra, en fait, continue à tourner autour des deux. Et en fait, on voit juste une petite bosse qui se balade sous la neige et qui commence à faire le tour. Lui, il a bu des bières, il est en mode genre bon, bah, je vais aller pisser maintenant. Et du coup, là, il sort sa petite bite pour faire pipi et il écrit son nom. Ou il écrit Il écrit Dedit. Il écrit Dedit dans la pisse. Je vois la tête qui apparaît et je suis en mode elle va mordre la tub. Et elle a mordu la tub. Donc t'as cette séquence où Timothée Elephant a une espèce de truc collé à l'entrejambe. Il se jette sur le feu pour essayer de la faire partir. Elle s'enfuit. Il est en mode genre, où est-ce qu'elle est? Elle lui ressaute au visage. Bon, c'est l'enfer. Il finit par la buter, mais tu vois qu'il est genre tout contaminé et tout dégueulasse, quoi. Ouais, il a pris tarif, hein, clairement. C'est là qu'on revient sur le chalet où t'as le type qui arrive dans la chambre et qui voit qu'il y a une lamproie qui a fait des œufs. Ouais. Parce que justement, on a une petite vision du fait qu'elle craint le feu. C'est ça. Lui ne le sait pas. Mais quand il se retrouve face à cette lamproie qui est sur le lit, d'abord il lui
il tire sur l'emploi avant de voir qu'elle a plein Oui, c'est ça. d'œufs. En fait, on voit qu'il y a la lamproie avec des œufs, mais je pense qu'il capte pas que c'est des œufs, tu vois, il voit juste la lamproie qui est là, quoi. Ouais. Je pense qu'il tire dessus, et après il se rend compte, il voit sur le lit que t'as les boules, là. Ouais. Bah. Il commence à mettre du feu là-dessus et après il se rend compte qu'il y en a plein qui ont éclos derrière et il se dit ok, va falloir faire cramer la maison là. Ouais, c'est ça, tout brûler. Faut tout brûler. Il arrive à mettre de l'huile un petit peu partout et au moment où il veut faire du feu avec des allumettes, et ben il se passe exactement la même chose que pour Beaver avec ses cure-dents juste avant. Tout tomber. Il fait tout tomber. Et il ne lui reste plus qu'une allumette dans la main pendant que des bébés lamproies lui grimpent dessus, qui l'écrasent. Il arrive avec son doigt. D'ailleurs, c'est possible ça d'allumer une allumette? Les vieilles allumettes. Ouais, certaines allumettes, c'est possible aux États-Unis, c'était assez courant. T'avais même des allumettes, tu pouvais juste allumer sur absolument tout et n'importe quoi. Genre ton jean, tes bottes. Mais Sur ça, dans les Far West, ils font souvent ça, ouais. C'est ils allument. Avec la semelle de leur boot en mode. Ouais, ou même carrément ceux qui sont un peu badass, ils le craquent sur leur côté de leur mâchoire en mode voilà. En mode Chad. Ouais, c'est ça. Voilà. Il fait brûler tout, ouais. Ouais, il crame tout. Enfin, franchement, à ce niveau-là, je te demande, franchement, t'en vas pas à la chambre, hein, crame toute la maison. Que Freddy me fourre le fion. Ok. C'est une des phrases que un des mecs arrête pas de dire tout le temps. Voilà. Les avantages de le voir en français. Et d'ailleurs, il y a une scène qui m'a un peu genre, what the fuck, quand ils crament les lamproies là, il y a un petit ralenti sur des lamproies en train de cramer et de brûler. Et je donne, c'est les méchants. Pourquoi tu essaies de me créer de l'empathie pour ces trucs? Et à ce moment-là, on a un flashback sur comment est-ce qu'ils ont un peu leur pouvoir. Globalement, ce qui se passe, c'est que ils sont tous autour de Bits. De Ditz. Non, il y a déjà assez de bits dans ce film, on va pas en rajouter. C'est à cause de Thomas. Ils sont tous autour de Ditz et ils sont en train de dire à Ditz, écoute, il y a cette fille qui s'appelle Josie de mémoire qui est perdue, aide-nous à la retrouver. Et donc ils se mettent autour de lui, ils posent les mains sur ses épaules, donc ils font une imposition des mains et tout, c'est un peu stylé. Et il leur envoie une certaine d'énergie et ils sont un peu secoués après. Et il regarde Pete et il dit, essaye de faire un truc. Et Pete bouge un peu ses doigts et ça crée un genre de tunnel en 3D dégueulasse qui leur dit c'est par là. Et c'est grâce à ce moment-là qu'ils découvrent qu'ils ont des pouvoirs. Il y en a deux qui se parlent sans se parler, ils font putain mais attends, on est télépathes, waouh. Ouais, c'est ça le truc cliché de mais j'ai rien dit. Ouais, non mais si vraiment. Tu viens de me dire ça et t'es en mode genre oui, bon, on a compris que c'est télépathe, tu nous as le montré dès la première seconde du putain de film. C'est vrai que du coup cette scène n'est pas très utile, mais on ce que j'ai trouvé très drôle, c'est qu'il y a un moment, il y a Doditz qui crie juste moi, Doditz. Mais non, ça c'est gaulerie parce qu'en anglais ça fait I did it. Et tu sais pas si tu dis I did it ou I did it. Non mais parce qu'en français. Et du coup c'était rigolo en anglais. Ouais, mais en français, tu vois, genre, je pense que il y a plein de trucs que je passais à côté et où du coup, t'es en mode, et en plus c'était mal doublé, je suis désolé, mais le doublage français de quelqu'un qui est, on sait pas trop ce qu'il a. Dans le livre, il a un syndrome de Down, mais c'est montré plutôt comme une sorte de retard mental. La VO, je sais pas, mais la VF, c'est très gênant comment c'est doublé par moment. En fait, il y a tout ce truc où il y a certains mots qui disent. Et des fois, je comprends rien. Mais justement, en anglais, c'est sous-titré. En fait, il y a certains mots où tu vois qu'il y a que eux qui comprennent ce que lui dit. Et notamment, quand il lui demande de retrouver Josie, il pense au début qu'il faut sauver le monde. Oui. Et il lui dit non, c'est pas ça qu'on doit faire, c'est retrouver Josie. Et en fait, Josie était tout simplement en train de prendre des vacances très très loin. Des vacances très très loin. Ah putain, si, ok, d'accord. Ok, et une personne qui est là. Ça, ok, bande de nerds. C'est de la culture. Donc en fait, au début, ils ont un peu une incompréhension, surtout avec ce truc de Mr. Grey, parce qu'il en parle déjà 20 ans auparavant. Ouais, mais surtout que lui, il dit pas Mr. Grey, il dit Easter Gay. Easter Gay. Easter Gay, et du coup, ils sont en mode mystery. En français, il dit juste Monsieur Gris. Mais il n'y a pas de jeu de mots comme vous êtes en train de le dire, genre Mystery. Ce qui est, je trouve, intelligent parce que du coup, avec tout le fait qu'il soit fan de Scooby-Doo et tout ça, c'est vrai que tu dis, il dit juste Mystery, tu vois. Alors qu'en français, il dit clairement Mr. Gris, tu vois. Et donc, il retrouve Josie dans des sewers, dans les égouts de Derry. Donc, la meuf, elle était à ça de se faire bouffer par un clown géant. Ouais. Clairement. La chance. Ouais. Franchement. Mais du coup, ça me donne un peu envie de voir, j'imagine, genre s'il y a d'autres. Genre suivre les aventures de ce groupe d'enfants là qui du coup sauvent tous les gamins. Mais oui, mais moi c'est ça en fait, c'est à ce moment-là je me dis putain mais moi je veux un film sur les gamins qui sauvent des gens. Je veux le Club des 5 parce que clairement c'est le Club des 5. Je veux un film sur les 4 adultes qui ont trouvé leur pouvoir et un truc avec un peu de tension et tout, et je veux un film avec des aliens, mais je veux pas les 3 dans le même putain de film. Donc coup, flashback. Il le retrouve, fin du flashback, et à ce moment-là on revient sur Morgan Freeman. Ouais, l'armée. Ah ouais putain, non mais je suis désolé, le passage avec Morgan Freeman, je crois qu'ils sont longs chiants. Où là, il est dans l'hélicoptère.
Le mec, c'est le chef de toute l'unité et c'est lui qui pilote l'hélicoptère. Mais parce que c'est un taré du flingue, il veut tirer sur tout. Ok, j'ai compris. Il y a un vaisseau qui s'est En écrasé. fait, c'est Ils y vont, ils bombardent. C'est des bâtards parce qu'en vrai, ils auraient pu mettre juste une grosse bonde, ils mettent plein de petites pour se les faire un à un. C'est vraiment du sadisme. et surtout qu'ils s'auto. Et ils finissent par s'autodétruire, ça, ouais, j'ai c'est pas ça, compris quoi. non plus. Pour dire, il y avait un truc d'alien, ils sont tous morts, et donc le Mais reste. du coup, c'était un big vaisseau. Ouais. En fait, c'est ça que je comprends pas trop avec le film, c'est qu'on nous présente ce Monsieur Gris comme étant, tu vois, genre, Deditz, il en parle depuis qu'il est tout petit, en mode genre, Monsieur Gris, c'est la menace, tu vois. Qui est Ouais, un- qui est un Monsieur gros- Gris, c'est les aliens, c'est pas un alien, tu vois. Ouais, mais du coup, la manière dont le film est fait, vu que t'as l'autre qui a pris possession, tu te retrouves vraiment avec genre un ennemi qui est celui qui a pris possession, tu vois. Ouais. Et vu que c'est Monsieur Gris, tu vois, genre à chaque fois, moi j'étais en mode genre, ok, lui c'est le méchant. Et du coup, avec cette séquence-là, tu vois qu'il y a des dizaines d'aliens comme lui. Non, ils sont pas exactement comme lui. Ce perso, il est beaucoup plus grand. Il a un Ah oui, truc. ils sont Je pense que ils sont c'est plus fins. Ouais, ils sont plus fins. C'est plus des chefs. Et en plus de ça, Morgan Freeman, il a un peu le type de personnage de gros militaire un peu bourru, mais il a pas le physique du personnage militaire un peu bourru. Quand tu imagines un chef militaire un peu bourru, tu imagines le mec dans Avatar ou dans Atlantide, qui est une espèce de grand mec. Après, En fait, ils auraient dû mettre Stallone, quoi. En fait, tout ce qui est bourru chez lui, c'est ses sourcils. Oui. bah voilà, et ses sourcils valent pour tout le corps. Toute son énergie négative, il le tire de ses sourcils. Alors qu'il aurait pu juste les raser, finalement. Bon, du coup, voilà, scène de génocide. Du coup, Monsieur Gris qui a pris possession du corps De John et de la motoneige Ouais, de John C. de John C. Oui, mais il est retourné. Ouais. Je vais dire Monsieur Gris parce que c'est en mode méchant. Ouais. Il est allé chercher celui qui s'est fait manger la bite, là, Pete. Ouais, mais en même temps, même son nom, il est proche de Et, vite à un moment. Et du coup, il y a cette séquence qui est un peu intéressante où du coup, t'as lui qui arrive en mode grand sourire un peu bizarre, en mode genre « Est-ce que tu vas bien ?» Lui, il s'est fait mordre la bite, il a plus de coups quasiment, et il est en PLS et il est en mode genre « T'es pas mon pote ?» Et lui, il est en mode genre « Mais si, c'est moi !» Et on le retrouve à la fenêtre de son espace mental, le vrai qui est en train de taper en mode genre « Non, c'est pas moi, l'écoute pas, l'aide pas !» Et incapable de faire quoi que ce soit. Et du coup, il y a Monsieur Gris qui est en mode genre « Est-ce que tu pourrais m'indiquer où est l'autoroute ?» Vu que c'est Pete qui a le pouvoir avec son doigt de faire un chemin invisible vers l'endroit qu'il veut. Et du coup, Pete, il est en mode genre j'ai pas l'impression que tu sois très fiable, t'as pas l'air d'être mon pote. Et lui, il commence à le menacer un peu en mode genre tu vas me dire ou sinon je vais te buter. Il y a son pote à la fenêtre qui est en mode genre non, fais ce qu'il veut, sinon il va te tuer. Et je sais plus comment, il finit par lui indiquer le chemin. Il me fait toi aussi tu as un pouvoir, tu es très pratique, monte avec moi. Donc ils montent ensemble. Et il y a juste le mec qui se retransforme en lamproie géante et qui le bute. Et bon, il bute le pote alors que le gars est toujours enfermé dans son espace mental en mode non. Et moi, ce qui me fume, c'est qu'il y a aucune tension. Parce que tu vois, genre, à aucun moment tu t'attendais à ce que ça arrive et du coup t'es juste en mode genre il parlait tranquillement et là la sangsue fait ok d'accord le tube. Et en fait c'est comme avec Beaver quoi, genre en fait les morts elles sont on les a suivis pendant 40 minutes en mode genre c'est les main characters tu vois. Et en fait, ils sont butés, mais dans l'insouciance la plus totale du film. Bah, regarde, ça peut être intéressant, mais je suis pas sûr que ça corresponde à un discours dans le film, en fait. Il n'y a pas de montée de tension, t'as pas de tristesse. Non, mais tu peux avoir envie de faire ça et de dire que la guerre ou tu vois les massacres, il y a un côté, ça ressemble pas forcément à un truc hollywoodien où d'un seul coup t'as une grande musique et tu vas mourir dans un ralenti avec tout le monde qui te regarde quoi. Il y a un entre-deux quand même, tu vois. Là, le mec il meurt en 5 secondes, alors que la séquence du début caractériser les personnages comme ayant des pouvoirs un peu particuliers. Genre vraiment, on commence le film en mode genre, regarde, ils ont des pouvoirs, ils vont aller quelque part, quoi. Et le mec, son pouvoir, il l'a utilisé pour draguer et pour indiquer l'autoroute. Mais tu vois, genre, le film caractérise jamais vraiment les pouvoirs qu'ils ont. Et du coup, on sait pas s'il y en a un qui est vraiment télépathe. C'est très flou, quoi. Et on sait pas non plus à quel point ils les maîtrisent, si ils disparaissent par intermittence sans qu'ils puissent les maîtriser. Ouais, c'est pas clair non plus. De mémoire, parce que ça date un peu, mais je crois que dans le bouquin, c'est à peu près pareil. C'est pas beaucoup plus expliqué. Hein. Mais tu vois, genre, dans le film, ça lui sert pas à grand chose, mais c'est toujours plus utile que toutes les femmes du film rassemblées. Quelle femme? Voilà. C'est vrai qu'il passe clairement pas le test de Bechdel, ce film. Ah, bah, de toute façon, déjà, il faudrait qu'une femme parle dans ce film. Il y a plus de chiens qui parlent que de femmes. Putain, c'est vrai que les chiens ont plus de place dans le film. Oh la vache. Bah, en vrai, moi, ce que j'allais dire, c'est que en même temps, il se passe un peu deux choses qu'on voit en parallèle. On a d'un côté Henry qui se retrouve face à des militaires qui le voient et le ramènent dans la base de quarantaine. Non, ça m'a fumé de rire parce que quand il arrive dans la base, il y a vraiment un moment où lui, il est derrière et à côté d'une clôture et t'as Morgan Freeman qui passe de l'autre. Et ils ont un long échange de regards. C'est vraiment en mode genre, il y a un truc entre les deux. Et à ce moment-là, je me suis juste dit genre, c'est comme dans Shining, le seul noir de l'histoire,
il a le Shining, tu vois. Genre, c'est vrai, un peu ce qu'on disait, tu vois, le côté un peu mentor et tout ça. Je me Ouais. suis dit, genre, putain, genre. Oui, moi aussi, j'ai cru que Morgan Freeman allait. Bah, de Mais toute façon, oui. j'imaginais que ça allait être un mentor. Mais oui, parce qu'à ce moment-là, je me dis, genre, oh, mon Dieu, c'est leur botte secrète. En fait, lui aussi, il est capable de lire. Pas du tout. Pas du tout. Ils Non, sont je juste suis en mode, genre, regarde. il est chelou. Et en parallèle de ça, on voit tout le périple de John Z pour s'échapper en gros de la zone de quarantaine. Donc John Z qui porte en lui Monsieur Gris et qui d'abord est sur la motoneige, puis ensuite arrive à arrêter une voiture je sais même pense pas, que c'est un juste un militaire, chasseur, un militaire. Non, c'est pas un militaire, C'est un c'est chasseur genre non, c'est un policier mais de la zone, mais qui est Ah pas oui, un genre des militaires. un truc forestier, là. Ouais, voilà, c'est ça. Et il arrive à le buter et à faire en sorte que le chien qui est dans la voiture bouffe des œufs de Bah, l'emploi. mange un alien. C'est vrai qu'il y a un En fait, alien dans le je crois qu'il y a, coffre je crois qu'il y a un animal mort et à côté, il y a un alien. Il pousse le chien à bouffer l'alien, Ouais. comme ça il Et récupère le chien des... se régale. Manger de l'alien, c'est bon pour les chiens. Ah, Surtout vraiment. seniors de 6 à 9 ans. Et donc on voit ces deux trucs qui se passent un peu en même temps et on comprend à partir de Morgan Freeman qui explique un peu ce qui se passe que il veut buter tous les gens qui sont en quarantaine, mais ce dont il a peur, c'est pas tant que ça lui retombe sur la gueule ou que ce soit un crime de guerre, c'est qu'il y ait un autostoppeur qui ait pas encore été identifié et qui arrive à sortir de la zone de quarantaine. Ouais, que ça se propage. Donc que ça se propage. Parce qu'on se rend compte que c'est effectivement une infection, un parasite qui envahit le corps des gens. J'adore, je vais vous dire en français la phrase qu'il dit, genre quand il doit buter les innocents. L'idée de sacrifier des innocents me donne envie de gerber. Mais je vais le faire. En mode genre, tu vas prendre ma relève, gamin, c'est ma dernière mission et après c'est ton problème. Et du coup, c'est cette personne-là qui, face à ce Dilemme de... ce taré total, qui d'un coup va se dire genre, le prisonnier qui est en train de dire qu'il peut lire dans mes pensées, je vais peut-être l'écouter lui plutôt que le vieux taré. Et en écoutant ce prisonnier qui lit dans les pensées, il se rend compte qu'il peut effectivement arrêter la propagation et éviter potentiellement de tuer plein de monde. Donc, il donne une mauvaise piste à Morgan Freeman et lui part avec Henry. Henry a encore un lien télépathique avec John Z et il essaye de le suivre pendant que John Z est possédé par l'alien de Mr. Grey, Monsieur Gris. Du coup, Henry demande au militaire « Donne-moi ton flingue !» Et lui, il est en mode genre « Hors de question. » Ah oui, il joue avec après, c'est ridicule. Donne-moi ton flingue. Il prend son flingue et retire il appelle quelqu'un. Et du coup, il a le flingue et tout ça. Et il dit « Il faut que je contacte John Z. » Et du coup, il appelle John Z dans son espace mental avec le flingue. Et du coup, t'as cette séquence où le mec, il tient le flingue, il parle au flingue. Et moi, franchement, genre, mais je m'imagine à la place du militaire, je suis en mode genre, j'ai trahi tous mes supérieurs, je suis dans une voiture avec un mec qui vient de prendre mon flingue et qui l'utilise comme un téléphone. Mais est-ce que j'ai fait le bon choix, quoi? Mais alors, par contre, non, sans déconner, Owen, donc le militaire, il est comme de super bonne composition parce qu'il risque la cour martiale pour un mec qui parle tout seul. Oui. Et il dit, ils sont en mode genre, on va avoir besoin de quelqu'un d'autre pour battre ce grand méchant. Mais qui ça peut être? On en parle depuis le début, c'est de 10. Vous étiez étonné qu'il était vivant? Moi, c'est pour ça que je suis fou, parce que tu vois, genre, quand ils arrivent, il y a sa mère qui est vraiment en mode genre, il est si content de vous revoir. Mais moi, je suis juste en mode genre, mais le boys band, là, font des réunions, genre, tous les ans depuis dans leur 20 club ans. de cadre, ils ont jamais invité de 10. Alors après, ce que tu comprends assez vite, c'est que il peut pas sortir de chez lui, quoi. Sinon, il pouvait venir lui rendre visite chez lui ou dans son c'est centre. ça. Et du coup, là, j'ai vraiment l'impression que c'est en mode genre... Quand tu les vois au début du film trinquer à la mémoire de Dietz mais oui, en direction de la trappe-rêve, oui, t'as l'impression qu'il est mort en fait. Mais c'est pour ça que moi, genre, c'est des connards sans nom, parce que tu vois, genre, ils ont des pouvoirs qu'ils utilisent pour faire de la merde, et tu te dis, genre, bon, au moins ils rendent hommage à la personne qui les a donnés et qui est décédée. Et non, en fait, ils ignorent juste, ils ghostent totalement cette personne. Je crois, cela dit, qu'on est un peu mauvais angle. Je crois que au tout début du film, quand il y a John Z, qui se fait renverser par la voiture, ils en reparlent 6 mois plus tard et il dit on était censé aller voir Judith il y a 6 mois, mais tu t'es fait renverser et parce que tu t'es renversé, on n'est pas allé le voir. Je suis désolé, mais le mec il a fait tellement pour eux, c'est pas des bons potes. Et ils arrivent à la maison de Dietz et là d'un coup ils sont en mode genre, c'est lui qui va sauver le monde. C'est un mec qui a une leucémie en phase terminale. Il tient même pas de boule, pauvre. Il a un lunchbox Scooby-Doo et genre... Plein de pilules. Genre c'est comme ça, tu vas voir ton dealer et il te sort cette même mallette avec toutes les drogues que tu veux dedans. Ce qui se passe, c'est qu'ils embarquent avec eux
de Dietz, qui est donc un homme qui a un syndrome de Down, mais qui a un retard mental dans le film, on sait pas trop d'où ça vient. Il l'embarque dans la voiture de militaire et ils comprennent que ce que Jonesy veut faire, ce que l'alien veut faire, c'est de mettre un œuf d'alien dans l'eau pour dans une réserve d'eau dans une réserve d'eau pour et contaminer tout le monde. en anglais, ce qui est assez intéressant, c'est que en fait, tu comprends pas bien ce qu'il dit, que lui marmonne, mais comme Henry a le don, il comprend ce qu'il veut dire. Et au début, on croit qu'il veut dire war, donc guerre. Mais en fait, il veut dire water, donc l'eau. Et en fait, l'alien ne veut pas la guerre, il veut juste infecter tout le monde. Et donc, il se dirige vers le grand ballon d'eau. C'est un ballon d'eau? Comment ça Réservoir. C'est un s'appelle réservoir Ouais, d'eau, voilà. ouais. Château d'eau. Mais je crois que c'est C'est pas un surtout château d'eau, c'est une réserve. Non, c'est vraiment Ouais, c'est c'est une réserve. c'est une Ouais, je réserve cherche. d'eau. C'est genre une méga bassine. Moi, de mémoire, il veut surtout infecter les réservoirs qui donnent sur la grande ville d'à côté, dont j'ai oublié le nom. Ouais, Boston. mais ouais. C'est Et Boston. ça a contaminé genre tout le Ouais, c'est ça. département, quoi. Ça Mais, contamine la mais région. après, ils vont contaminer le monde. Oui, Oui, c'est c'est ça, ça. mais du coup, autant attaquer une grande ville en premier, c'est cohérent de ouf, quoi. Ouais, je pense que Ah bah, si. il va aller celle la plus proche. Au final, à partir du moment où il y a un œuf, c'est fini. Non, mais c'est ça, c'est à partir du moment où t'accompagnes de contaminer une grande ville, après, pour contaminer le reste de la Terre, ça va beaucoup plus vite, quoi. Et là, on va arriver sur la partie course-poursuite du film, parce que tout grand film ont besoin d'une course-poursuite. Ouais, c'est vrai que c'est un Entre, grand film. Entre Jonesy qui est en voiture et qui est en mode genre, je vais aller foutre ce chien dans l'eau. Et Parce que c'est ça, il a fait bouffer le chien est contaminé par la sangsue, et du coup, il se trimballe son chien avec lui à l'arrière, et il le déplace. Les deux autres derrière, avec le mec qui conduit, de Dietz qui... On comprend rien à ce qu'il dit, en tout cas dans la version canadienne. Et ensuite, on revoit rapidement notre méchant militaire Morgan Freeman, parce que t'as le général 3 étoiles, son gars du dessus, qui est arrivé pour lui dire genre « Oh, t'arrêtes ». Il rentre dans la caravane de Morgan Freeman. Morgan Freeman cache tous les trucs ultra technologiques qui permettent de suivre le truc de loin. Et il fait genre « J'ai rien fait ». Bon, j'ai peut-être un peu abusé quand j'ai voulu tuer tous ces civils, mais bon, c'est ma dernière mission. Voilà quoi, on est vieux quoi. Et le C'est un général, cadeau de départ à la retraite. ouais, c'est ça. Et le général lui fait genre bon, ok. Du coup, Morgan Freeman, il se casse en douce, il prend un hélicoptère. Ouais, est-ce que le général, il retire globalement tous ses droits, mais il arrive quand même à choper un hélicoptère. Oui, c'est ça. Et du coup, c'est vraiment la course-poursuite entre la première voiture qui va au réservoir. Elle finit par y arriver en premier. Donc le mec, il prend son chien sur les épaules et il va dans le réservoir. Et ensuite, on voit l'autre voiture qui arrive. Et au moment de sortir, t'as Morgan Freeman qui arrive avec son hélicoptère et sa grosse mitrailleuse et qui est en mode genre, je vais vous tuer. Non, même pas, l'autre il s'en fout, il veut juste buter Owen. Il veut se venger. Oui. Et du coup, Owen, au lieu de dire, bah tiens, je vais aller courir vers ce réservoir qui a un abri potentiel, Il va sort prendre son flingue. il prend la mitrailleuse contre un contre hélicoptère. un hélicoptère. Évidemment, il se fait tirer dessus. Parce que j'adore, c'est qu'il y arrive pas avec la mitrailleuse, il après, arrive il avec se- le flingue. Et après, il sort le gros flingue brillant que Morgan Freeman lui a passé. Bah ouais, hein, c'est fragile. un Tous les hélico. militaires, ces deux militaires Ouais, c'est sont pour morts. ça que ce pistolet est C'est magique. important, tu vois. Ouais. Ouais, c'est un pistolet magique. Il a retourné la grosse bite contre le gros méchant. Waouh. Du coup, les militaires sont morts. Il reste Henry, Jonesy, qui est donc Mr. Grey, et le chien d'Edith. À ce moment-là, tu sais plus trop s'il est encore en vie. Parce qu'il a l'air d'être quand même bien en train de clamser. Et surtout, Henry lui dit retourne dans la voiture. Ouais, Donc, reste c'est moi dans la qui m'en voiture. occupe. Je suis allée kidnapper cet enfant, cet adulte, adulte. avec une leucémie. Non, parce qu'il s'habille comme un enfant, il parle comme un enfant, qui est leucémique. Je l'amène en voiture jusqu'à un château d'eau, alors qu'au final, j'avais pas forcément. J'aurais pu lui demander avant de partir. J'étais pas obligée de l'amener avec moi. Et au dernier moment, je dis reste dans la voiture, j'ai pas Ouais. besoin de toi. Rate le grand spectacle. quoi. Ouais, c'est ça. Genre, t'es pas là. Et même là, c'est ça, t'as pas de sens parce que t'es en mode, genre, t'es allé le chercher. Oui, non, mais ça, c'est juste pour dire qu'il est encore là. hein. Mais du coup, Henry va vers la petite cabane du château d'eau, Mm. rentre dans le bâtiment par la porte, qui finalement est ouverte, d'ailleurs. Du coup, Jonesy essaye d'ouvrir la bouche d'égout Et il galère pendant pour, 20 minutes, qu'il pour va faire. faire rentrer la petite larve. Et on le voit vraiment, il a son pied de biche et il essaye de soulever la bouche d'égout. Il y arrive pas. Et en fait, ça se passe pendant la bataille entre l'hélicoptère et l'autre militaire. Et je suis en mode genre, ce machin peut se transformer en alien géant de 2,40 m et une fucking lamproie géante. D'où la lamproie géante où l'alien géant, il peut pas ouvrir. Et du coup, là, c'est vraiment encore un truc où tu te dis genre, c'est con quoi. Et pendant ce temps-là, le chien, lui, est mort. Le truc lui sort du cul, encore. Encore un trou béant de cul. Ah, de chien, cette fois. Il y en avait 3, j'avais mal compté. Eh oui, il y en avait 3. Du coup, ce qui se passe, c'est que Henry, il rentre. Il a pris la mitrailleuse de machin, il l'a De armée. Owen qui est mort. De Owen qui est mort, il l'a... Voilà. Il arrive à tirer sur la lamproie et la buter. Après, il se met à discuter avec Jonesy. Et pendant ce temps-là, on se rend compte que la lamproie a quand même eu le temps de créer un œuf qu'elle pond. L'œuf, il a le temps d'éclore en un temps, mais
record et la larve, elle commence à se traîner difficilement vers la plaque d'égout qui est ouverte. Et donc, on n'est pas à grand-chose s'ils réussissent à infecter toute la ville. À ce moment-là, il y a l'alien Mr. Grey qui sort de Jonesy au moment où Judith arrive et il plante son espèce de dard extrêmement sexuel à l'intérieur de C'est comme la queue du Judith. xénomorphe, quoi. Oui, de Ouais. ce qui est arrivé entre-temps. Très xénomorphiant de toute façon, Ouais, tous ouais, perso, de larves, d'œufs, de machin. Mais juste en 3D dégueulasse. Mais quoi. du coup, vu qu'il n'y a pas de femmes dans le film, est-ce qu'on peut dire que ce serait pas Alien et les garçons? Est-ce qu'on peut... C'est magnifique. Je suis... Je valide. Ouais. En vrai, c'est Incroyable. super. En fait, j'allais dire, est-ce qu'on peut arrêter de laisser la parole à Thomas pour terminer ce film? Mais c'était trop drôle. on a pas Ça trop valait le fini. coup. Merci Grégoire. Il se fait transpercer par le dard. À ce moment-là, Judith, pour on ne sait quelle raison, devient un alien gentil. Parce qu'en fait, c'était un alien. Donc, Judith devient aussi un alien, mais pas de la même race que l'alien qui essaie de le tuer. Mais il a quand même une grosse queue avec un dard. Mais il a quand même une grosse queue avec un arbre qu'il enfonce dans Mr. Grey. À ce moment-là, ils deviennent tous les deux une espèce Et il de fait chrysalide. Moi de dire. En anglais, Non, c'est I did it. Pardon. Non mais Et donc, à ce moment-là, ils deviennent une espèce de double chrysalide et ils explosent. Donc, effectivement, Judith a réussi. Et dernière image du film, on voit la petite larve qui est sortie de l'œuf. Et à ce moment-là, Henry écrase la petite larve qui n'arrive pas à entrer dans le château et d'eau. après, ça c'est la meilleure scène du film. Ils se regardent tous les deux et du coup il y a un plan où il fait Henry, Jetsy, générique. Alors, générique de Friends, qu'on en parle. Vraiment, ce générique avec les mecs, les visages des mecs qui se marrent en fond. Mais en fait, ils sont en train de montrer une relation de potes qu'on n'a pas vu, genre vraiment buddy movie qu'on n'a pas vu dans le film. Et voilà les gens, c'était Dreamcatcher et maintenant comme à chaque épisode on va décider si on sauve le film ou non. Alors, petit moment discussion libre, vous en pensez quoi? Tiens vas-y Grégoire, on commence par toi. Bah, je pense que je vais dire quelque chose qu'on a beaucoup répété tout le long du résumé, c'est que ce film fait trop de choses en même temps, il est trop de films à la fois et aucun bien. Du coup, bah non mais tu vois, genre tu fais 4 activités à la fois, tu peux pas en faire une bien, c'est normal, tu les fais les 4 mal. Et bah du coup, on sait pas ce qu'il veut raconter, ce qu'il raconte entre cette histoire d'alien, cette histoire de super pouvoir, cette histoire de petit enfant à la fois surdoué et à la fois malade. Et ces militaires, il se passe trop de choses. Tu rentres dans aucun des 4. Au final, tu sors de tout parce qu'au début, ça tenait à peu près la route, mais alors avec l'arrivée des aliens, laisse tomber. Il y a des trucs qui se passent, tu as l'impression que c'est un film de Tchekhov, ça sert plus à rien. Je sais pas. En fait, c'est après avoir vu ce film, je suis convaincu que la phrase qu'a dit Thomas au début de Stephen King, disant que c'était une des meilleures adaptations d'un de ses livres, pour moi, c'est purement marketing parce que, ok, j'ai pas lu le livre, mais ça n'a aucun putain de sens ce truc. J'aimerais bien prendre la suite justement par rapport à ça pour faire le lien. Ouais. En fait, tous les thèmes que tu dis, c'est des thèmes qui sont très chers à Stephen King. L'armée qui tue tout le monde, c'est un truc qui revient beaucoup. Ce truc d'injustice implacable que tu peux pas gérer mais qui est fait par l'État américain. Il y a vraiment beaucoup de jugements de la part de Stephen King sur l'armée, sur le fait qu'ils ont des lois qui sont propres à eux et qui peuvent se permettre d'avoir un choix sur par le droit de vie ou de mort sur des civils. C'est très Stephen King. Tout ce truc de groupe de à moitié loser, mais en même temps pas tant que ça parce qu'ils vont quand même sauver un petit garçon de se faire de bully par des quarterbacks. Donc ils sont pas si losers. En tout cas, ils sont pas montrés comme des losers. C'est un peu laissé de côté. Je pense que c'est peut-être plus des losers dans le bouquin. Donc ce groupe de losers, très Stephen King, il y a ça dans Stand By Me. Il y a évidemment ça dans ça. Le fait d'avoir des pouvoirs, le Shining, c'est le cas dans Shining, c'est le cas dans ça. Il y a un côté le pouvoir de l'amitié. Il y a aussi un truc sur justement le pouvoir du Shining. Les extraterrestres, c'est un thème qui revient énormément dans les Stephen King. Ça, c'est une sorte d'entité cosmique. Il y a un autre livre dont j'ai complètement oublié le nom, dont j'ai vu l'adaptation, qui est un régal. C'est un bouquin où en gros t'as une sorte d'entité alien qui vit dans des mines. Les Tommyknockers. Oui. Ah c'est ça. Oui, voilà, c'est ça. Incroyable. Tu l'as vu le Redites film le nom. Les Tommyknockers.
C'est le Ah, truc ça me avec le parle. shérif qui devient complètement fou et qui se dégrade en même temps C'est ça. pendant un truc. Incroyable ce film. Et genre, il devient hyper méchant et il y a ce truc de tu peux pas y échapper parce qu'il est beaucoup trop fort. Vraiment, j'ai bien aimé le bouquin, j'ai adoré le film. Et un truc un peu hallucinatoire de Stephen King qui part dans tous les sens. C'est très Stephen King. Mais tu vois, là où ce que tu viens de dire est très vrai, mais appuie ce que j'ai dit, c'est que tu m'as listé tous les thèmes en citant 2 ou 3 films de Stephen King, livres pardon, de Stephen King qui abordent ces thèmes. Et là, ils sont tous dans un même putain de film. Bah, dans ça, t'as ce truc de l'armée et de la police qui vont pas écouter des enfants, t'as les trucs des enfants, t'as les trucs des aliens. Après, c'est 2 films de 2h30. Mais... Ouais, mais il réussit en fait mieux à faire une grande fresque parce que c'est aussi un peu la fresque de la ville. Oui. Et là, en fait, c'est vrai que c'est beaucoup moins maîtrisé. Tu passes de l'un à l'autre. Et t'as plein de trucs, même par exemple, on parle beaucoup des bites et du caca. Et effectivement, c'est des trucs que tu retrouves. Moi, je me souviens dans le bouquin de Dolores Claiborne, il y a un moment où elle s'occupe d'une vieille dame qui est son employée. Non, c'est elle, pardon, qui l'emploie et elle est devenue complètement grabataire. Elle passe son temps à se faire dessus et elle déteste tellement sa propre bonne qu'à un moment, elle fait exprès de récupérer son propre caca dans la couche pour le balancer sur les murs. Et ça, en fait, c'est raconté aussi bien dans le bouquin que dans les adaptations. Mais c'est un moment, c'est vraiment une évolution dans les personnages et c'est un vrai intérêt. Là, il y a beaucoup de moments où tu as l'impression que tu passes d'une scène à l'autre, il n'y a pas beaucoup de liens et c'est quand même très what the fuck. C'est du what the fuck assez réjouissant et un peu nanardesque à regarder. Mais justement, Stephen King, c'est pas semblé être nanardesque. Et il y a des fois où il y a des C'est à scènes, la limite, je dirais. il y a des fois où dans ce film, ça tombe dedans. Et t'as quelques scènes prises séparément qui fonctionnent bien. Typiquement, le flashback quand ils sont gamins et Ouais. qu'ils découvrent d'Edith. C'est une scène qui dure 5 minutes à peu près, mais franchement, ils sont tous choupis. C'est un des moments du film qui sont réussis. T'as des moments, la première apparition de la lamproie sur les chiottes, on peut trouver ça un peu con, mais en même temps, c'est quand même assez saisissant, quoi. Le design du truc, le côté, il sort des toilettes, un peu comme le clown de ça qui était planqué dans le caniveau. C'est un peu ce genre de truc-là où tu pars d'un truc très quotidien, le trou du caniveau, le trou des toilettes, et puis d'un seul coup, t'as un truc innommable qui peut t'attaquer derrière. Ça fonctionne assez bien. Mais en fait, ça s'articule pas bien et il y a un problème de rythme et ça ressemble un peu à un premier jet d'un bouquin d'un auteur qui essaierait de faire du Stephen King. En gros, l'énorme problème de ce film, pour moi, c'est pas tant qu'il part dans tous les sens, parce que vraiment, il y a beaucoup d'œuvres de Stephen King qui partent dans tous les sens. C'est que les relations entre les personnages ne sont pas bien mises en place. Et donc, tu n'as pas d'enjeu. Et c'est constamment ça le problème. Chaque mort de personnage, bah, t'es juste là, genre, ah bah, il est mort. C'est vrai que tu t'en fous Ok. un peu. Hein. Tu t'en fous à chaque fois. Et il y a pas de progression aussi, parce que si on repense à ça, du coup, où il y a évidemment ce coup avec les enfants et tout ça, c'est vraiment quand tu arrives à la fin que tu te rends compte en fait, c'est une entité, comme tu disais, cosmique, qui n'a rien d'un clown, d'un truc comme ça, et qui n'a même pas de représentation viable. C'est censé être des espèces de lueurs et tout ça qui prennent une forme, mais du coup, c'est un truc qui est même pas consistant, tangible. C'est presque Lovecraftien dans la conception même de ce truc-là. En fait, il prend un peu la représentation du truc qui t'effraie le plus. Oui, c'est ça. Mais du coup, il y a ce truc-là ça arrive à la toute fin dans le combat final. Tu vois, genre, c'est parce que depuis le début, à chaque fois, tu vois, genre, il y a un peu plus, t'en connais un peu plus et tout ça. Et là, je trouve que le problème de ce film, c'est que le début est très lent et il nous fait penser que ça va aller sur quelque chose, du coup, plutôt style un peu Shining, on va dire. Et en fait, à la moitié, très vite, tu passes de « Ah, il y a la contamination bizarre » à « C'est des aliens, quoi ». En fait, t'as le shift au milieu qui fait que le film devient une série B de science-fiction en course contre la montre, où il n'y a pas vraiment d'enjeu, où ça raconte juste faut arrêter le méchant, et il n'y a aucun concept derrière, il n'y a aucune... Le méchant, ça aurait pu être juste un mec avec une maladie dans un sac. On s'en fout que ce soit un alien, en fait, au final. Oui, c'est ça change rien, c'est vraiment genre un film de course-poursuite, ça a aucun discours, à part dire que les Américains, ils tirent sur tout, oui. Non, mais c'est le seul truc que tu peux en tirer. De ce film, on peut en tirer que les Américains, ça aime tirer, et que les hommes, ça aime leur zizi. Ce qui est factuellement vrai, ce qui est très très vrai, mais en 2002, juste en pleine guerre d'Afghanistan, on sait quoi.
Ouais, mais je pense qu'il y a besoin de répéter ça régulièrement parce qu'il y a Ça, pas je te le mal de concède. guerres où on oublie. Mais d'ailleurs, tu voulais parler, enfin, on en a vite fait parler Oui, avec Thomas de Bienvenue à Derry, des thèmes, en fait, justement, au final, c'est ça. qui reviennent Qui est, beaucoup. du coup, pour le contexte, c'est une série qui est réalisée par le même réalisateur que les 2 derniers films de ça. Où en fait, dans le concept, c'est quoi? C'est tous les 37 ans? 35 ans? 27. 27? Que la créature se réveille et en fait fait une vague de carnage dans la ville de Derry. Et du coup, les films se passent dans les années 2010 et fin des années 80, du coup, je crois. Mhm. Et avec cette série-là, en fait, on va En découvrir, 1963. on va découvrir du coup la vague d'avant que ça arrive. Oui, c'est ça, c'est 2017, 1990. 63 plus 7, 70 plus 1, Oui, c'est ça. 90. Et du coup, là, ça se passe en 63. Et en fait, on va redécouvrir, on va plus en savoir sur en fait l'origin story de ce qu'est cette créature un peu cosmique. Et la vie de Derry, au final. Et pourquoi est-ce que C'est ce ça. truc-là continue et pourquoi est-ce qu'il n'est pas vraiment arrêté Et du coup, on va retrouver les persotypes en mode loser enfant. On va aussi s'intéresser à tout ce qui est les communautés indiennes, qui est un autre thème qui revient souvent chez Stephen King, parce Ouais, que chez natif américain. Ouais. c'est souvent des personnes opprimées aussi, avec les gypsies, qui sont aussi des personnages qui sont un peu mystifiés aussi à chaque fois. On leur prête souvent des choses, tu vois, ils ont connaissance un peu Mm. plus de la nature et de ces choses-là, et du coup, ils vont être plus au courant de créatures Et cosmiques. le rapport aux enfants qui est pas du tout le même que le rapport aux enfants qu'il y a dans la société occidentale où tu as un truc qu'on appelle l'enfantisme, où en fait les enfants ne sont pas capables ne sont pas dignes de confiance, ne sont pas capables de réfléchir et donc on doit s'en occuper et leur donner des règles, alors que dans les sociétés natives américaines, ils ont déjà Des des responsabilités et on les met très au centre du fonctionnement de la société, ils ont le droit de parole et effectivement c'est hyper intéressant et c'est des thèmes qu'on voit beaucoup dans les bouquins Ouais. de King. Et même l'armée est pas si manichéenne que ça dans cette série. Elle l'est évidemment, il y a le grand méchant général, parce qu'il en faut un, mais du coup ça permet d'avoir... En fait, ce film, tu vois, genre, je pourrais l'imaginer en série. Ouais, je pense Parce que alors, du coup, là, il y aurait Dreamcatcher, ouais. Dreamcatcher, parce que du coup, il y aurait en fait l'occasion de développer tous ces thèmes-là pour de vrai. Et c'est pour ça que Bienvenue à Derry, je trouve que c'est chouette, parce que c'est pas chiant. Ça prend le temps d'expliquer plein de choses et en même temps ça te révèle pas tout, tu vois. Et l'idée, c'est, je crois, maintenant ils vont faire d'autres séries où en fait ils vont revenir petit à petit encore 27 ans en arrière et encore en arrière comme ça, tu vois. c'est vrai que ça, c'est un truc. Je pense qu'en série, ça marcherait beaucoup mieux parce qu'il aborde trop de thèmes. Mais en film, là, c'est indigeste. Et puis aussi, comme on l'a dit au début, le film il est sorti un an après, enfin il a été réalisé un an après la Ouais, c'est sortie ça. du bouquin. Il n'y a Ouais. pas le temps de maturer, il n'y a pas le temps de réfléchir à ce que ça veut dire. En fait, c'est vraiment, on prend le truc. Et je pense que j'aurais beaucoup plus kiffé en l'ayant lu parce que quand tu lis, tu as le contexte et quand tu le vois, tu es en mode ah, ils l'ont fait comme ça, c'est intéressant, j'aime bien l'idée. Ou alors ah, ils l'ont fait comme ça, j'aime pas trop. Mais t'as beaucoup plus impliqué. Et là, le fait d'avoir juste de ne pas avoir lu le bouquin en avant, de la même manière, Tommy Knocker. Non, ouais, c'est ça. J'aurais beaucoup moins bien. Pour moi, c'est un film qui ressemble à un épisode des Contes de la Crypte d'1 heure et demie. Et je kiffe énormément voir En fait, je trouve que les films manquent énormément de contexte de plein de choses de Stephen King. C'est pour ça que Shining, c'est pas du tout une adaptation de The Shining. The Shining, ça part dans tout le bouquin. Ça part dans Oui. tous les sens. Il y a une attaque d'un buisson en forme d'ours dans le De bouquin. plusieurs buissons. De Qui ont plusieurs buissons. animaux. Il y a- Qui a été réalisé dans le téléfilm. Ouais, Et c'est pas beau. Et par exemple, moi, en tout cas, ça c'est... j'ai lu plusieurs bouquins de Stephen King aussi quand j'étais ado. Les deux qui m'ont le plus marqué, parce que je les ai vus en film juste après, c'était Shining d'un côté et Running Man de l'autre. Le Running Man avec Arnold Schwarzenegger, c'est tout sauf une adaptation. Parce que, en fait, le dernier film qui est sorti l'année dernière, Running Man, avec Glenn Powell, Edgar Wright. il est genre à 80% fidèle au bouquin. Dans le sens où c'est vraiment un mec qui se balade en Amérique et tout le monde essaye de le vendre. Alors que dans le film avec Arnold Schwarzenegger, il est dans une arène souterraine et c'est genre Mad Max, tu vois. Ouais. Donc ça a rien à voir. Donc du coup, ça arrive des fois où tu te dis genre, waouh, c'est déconnant. Et ça, c'était une mauvaise adaptation parce que non seulement c'est un mauvais film, et surtout qu'il perd, tu vois, je trouve, l'essence de ce que disait Running Man. Mais à la limite, pour Shining, pour avoir vu, du coup, bah, j'ai lu le bouquin, ensuite j'ai vu le film de Kubrick, et ensuite j'ai vu, peu de temps après, le téléfilm réalisé par Stephen King, je crois.
En fait, c'était intéressant parce que du coup, je trouve que Shining reste une bonne adaptation. Parce que pour moi, adapter, ça veut dire modifier le matériel d'origine pour que en film, ça fonctionne. Et je trouve qu'il a réussi à garder l'esprit du bouquin, mais tout en le réadaptant pour que ça puisse fonctionner dans son film. Et Shining est très connu et il y a plein de gens qui trouvent ça un peu effrayant parce que je trouve que ça marche. Et du coup, quand tu regardes le téléfilm de Stephen King, il y a des séquences qui sont intéressantes parce que tu vois beaucoup plus, en fait, tu questionnes beaucoup plus la folie du personnage parce que là, c'est clairement des fantômes. Là où le film de Kubrick, il est un peu entre les deux où t'es en mode genre, c'est peut-être des fantômes, c'est ça, je te le dirai pas, même s'il y a des séquences qui ont été retirées du montage final de Shining qui montraient qu'il y avait des fantômes. Mais du coup, ça a été retiré pour garder La le salle truc. de bal, là, où Ouais, il y a t'as un truc. les squelettes et tout. Ouais, Ouais. ça a été retiré. Mais du coup, dans son film, du coup, c'est deux atmosphères différentes. Et celle de Stephen King, je trouve que ça prend pas. Parce que là où toi, quand t'imagines en lisant, il y a plein de trucs qui deviennent crédibles, quand t'as pas un budget, d'un coup, en fait, il y a tellement de choses qui deviennent ridicules. Et en fait, tu regardes son téléfilm et t'es en mode genre, c'est fidèle. Ok, tu vois, genre, c'est fidèle. Tu peux lui dire que c'est bravo, t'as fait un truc qui est fidèle, mais qui est très mauvais. Et qui, pour moi, du coup, n'est pas passé du format livre au format film avec réussite. Et du coup, c'est pour ça que moi, ça fait que je considère que c'est une mauvaise adaptation. Parce que du coup, c'est pas est-ce que le matériel de base est respecté à 100%, c'est est-ce qu'il peut passer d'un médium à un autre et que ça marche dans les deux cas, tu vois. Pour moi, c'est plus ça une bonne adaptation plutôt que de devoir respecter l'auteur, tu vois. Il y a une très bonne image de bâche dont tu parles, je la trouve plutôt intéressante. De quand bâche il de dit- chantier. Oh la vache. Non, la bâche. Oh la vache. En gros, il dit si tu prends un bouquin et si tu prends un très bon bouquin et que tu l'affiches dans un cadre et que tu le mets dans un musée, ça devient pas une œuvre, ça peut devenir une bonne partie d'un bouquin, mais ce sera pas une œuvre picturale. Et en fait, pour un film, c'est la même chose. Si tu prends juste un bouquin et que tu le remets exactement tel quel, en fait, il n'utilise pas le média du cinéma, il reprend le média du bouquin et te le montre. Et en fait, le principe d'un bouquin, c'est de pouvoir imaginer et de pouvoir te réfugier de ton côté. Mm. Mais je pense que moi, là où j'aime bien les adaptations de Stephen King, même les plus nulles, c'est que j'aime bien voir ce que moi j'ai imaginé. C'est pour ça que je lis toujours les bouquins avant de voir le film. Parce qu'une fois que si je vois le film avant d'avoir lu le Tu peux bouquin, pas je te suis. sortir des images C'est que ça. le film t'a données. Alors que j'aime bien avoir mon monde à moi et dire, ok, comment Moi, est-ce que quelqu'un d'autre a créé ça et l'a fait de son côté, même si c'est très genre textbook de ce qui a été écrit. J'aime bien, je suis en mode, ah ok, bon, pour lui, le textbook tel quel, ça veut dire ça. Et donc, juste très petite parenthèse, c'était pas Tommy Knocker, c'était Désolation, le film qui ressemble à 1h30 de... C'est vrai que c'est très proche. Ça ressemble à 1h30 de Conte de la Crypte, c'est vraiment très très cheap, mais le bouquin, il y a quelque chose de très... Il y a souvent quelque chose de très suintant dans les Stephen Oui, King. et c'est souvent très mal retranscrit. Ouais. Je vais reparler de Running Man, parce qu'il y a une scène de Running Man qui m'a marqué. Je vais spoiler le livre et le film. Mais Bouchez-vous les oreilles. à la fin de Running Man... Les tripes. Les tripes, exactement. En fait, le mec, il reprend contrôle de l'avion. Et en fait, avant ça, il s'est ouvert le ventre. Donc du coup, il rampe dans l'avion. Ils essaient de se diriger vers le cockpit de pilotage C'est et il ça. est arrêté en chemin. Pourquoi? Parce que ces tripes se prennent dans tout. Parce qu'il y a ces tripes qui se sont pris dans l'appui-tête d'un fauteuil 3 mètres plus loin. Mais du coup, tu vois, genre, c'est dégueulasse. Et en fait, il y arrive et lui, il prend le contrôle de l'avion et il crache l'avion sur la tour de grande chaîne télé qui était à l'origine de tous les jeux ultra dangereux, dont Running Man. Ok. Et tu vois, dans le film, la plupart du bouquin est fidèle, mais en fait, à la fin, il décide d'être sur un truc qui est plus happy ending. Donc oui, il est blessé, mais t'as pas cette scène avec les boyaux. Et il va pas s'écraser sur la tour, tu vois. Mais du coup, juste cette scène avec les boyaux, c'est un des souvenirs de lecture qui m'a le plus marqué, parce que c'était mes débuts c'était un des premiers livres de Stephen King que j'ai lu. Et tu vois, genre, je me souviens que la description de cette scène, j'étais en mode genre,
je sentais mes tripes être tirées, tu vois, genre. Et il y a de ça dans Stephen King. Et ce serait pas étonnant que toute la description qu'il y a dans justement Dreamcatcher du machin de la lamproie qui te bouffe le cul. T'as genre, au final, je suis pas étonnée que. Non, mais je suis sûr qu'il y a exactement ça dans le film. Dans Et le livre. dans le livre, pardon. Je te dis la parole juste après, mais du coup, je reviens une fois de plus la phrase qu'il a dit sur c'est une bonne adaptation. C'est juste qu'on a plein de manières de penser ça. Moi, je suis persuadé que pour Stephen King, du point de vue de l'écrivain, une bonne adaptation de cinéma, pour lui, c'est un truc qui respecte intégralement sa vision. Mm. Et j'ai pas lu le livre. La seule grosse différence que j'ai lue, c'est que dans le livre, Doditz n'est pas du tout un alien. Donc je sais pas comment il Ça, bat le- vraiment, la fin n'a aucun rapport alors. Si, à la fin, c'est un alien. Moi, j'ai lu le Ah ouais bouquin, et si, Moi, c'est un alien. j'avais vu sur internet qu'il disait que c'était pas un alien. Non, c'est juste un mec qui fait ses théories à la con. Ok, bah je sais pas. Mais Dans faudrait mes que je... souvenirs, alors j'ai lu le faudrait que- bouquin en même temps que ça fait plus de 20 ans, mais Ah bah je chercherai, mais en tout cas, quand j'ai cherché s'il y avait des différences scénaristiques entre les deux, c'était le seul truc que j'ai vu apparaître popper quelque part. Mais du coup, en dehors de ça, je suis persuadé que c'est exactement comme dans le livre. ouais, Et, c'est très illustratif. et du coup, tu vois, genre, pour Stephen King, c'est un bon truc parce que lui, il y a juste son ego qui est touché. Ils ont respecté ce que j'ai écrit, tu vois. Alors qu'il était, il était giga frustré Déçu. envers Kubrick Ouais. parce que Kubrick avait fait genre ton matériel de base, c'est vachement bien et je l'ai repris à ma sauce, tu Bah, vois. de toute façon, souvent, les meilleures adaptations, les mecs qui ont écrit les livres, à la base, les aiment pas. Enfin, moi, une de mes adaptations préférées, c'est V pour Vendetta. Alan Moore Alan déteste. Moore chie dessus, mais Alan Moore chie sur toutes les adaptations qu'on a fait de ses livres, enfin de ses BD, et pourtant, la plupart sont vraiment excellentes, quoi. Je pense qu'il y a deux façons, et c'est vrai que je m'étais intéressée au remake, qui est un peu la même idée entre adaptation et réadaptation de film. C'est que tu as deux façons de voir l'adaptation. Effectivement, le textbook, de tu prends un truc et tu fais exactement la même chose, ou alors tu prends un truc et tu changes par rapport à tes idées, à ce que tu veux mettre dans le film, à tes propres thèmes, et à partir de tes idées, tu en refais une œuvre différente. Donc c'est pour ça que, en fait, si tu prends l'adaptation, la réadaptation comme un média que tu intègres et que tu remets, et que tu accouches, en fait, et donc ça devient un peu de toi, effectivement, ça peut pas plaire à la personne de base, mais ça va être un autre média, un autre produit. Mais du coup, enfin voilà, moi je l'avais dit tout à l'heure, pendant un moment, j'avais essayé d'écrire une définition de ma façon de voir les adaptations, parce que du coup, c'est la discussion qu'on a actuellement, et je m'étais dit, qu'est-ce que le thème adaptation, enfin qu'est-ce que le mot adaptation veut dire dans sa globalité, parce que ça peut être très différent en fonction de est-ce que tu adaptes un film, parce que ça existe des adaptations de films, est-ce que tu adaptes un livre, est-ce que tu adaptes une BD, un jeu vidéo, et j'ai voulu me dire qu'est-ce que ça peut être la définition d'une adaptation d'un point de vue général et global, et j'étais arrivé à la conclusion que pour moi ce qui explique ce qui donne une adaptation, c'est adapter une œuvre à un nouveau non un nouveau média, parce que ça peut être le même, mais à un nouveau public. Et c'est dire adapter une œuvre à un public qui ne l'aurait pas découvert autrement parce qu'il ne lui parle pas. Et je me suis rendu compte que c'était une connerie parce que selon cette phrase, on pourrait dire que Death Note est une très bonne adaptation et que la série One Piece en est une très mauvaise. Donc c'est là où j'ai arrêté d'écrire. Non, mais c'est intéressant. Je vais revenir sur la question du remake que tu as eu, Léa. Parce que moi, un de mes remakes préférés est aussi un des remakes le plus détesté des cinéphiles, qui est le remake de Suspiria par Guadagnino. Et parce qu'en fait, moi, je suis un gros fan de Dario Argento, qui est le réalisateur de base. Du coup, quand j'ai vu que Guadagnino faisait un film, j'étais en mode intriguant. Et je l'ai regardé, et en fait, j'ai trouvé que c'était incroyable. Mhm. Mais parce que il a pas fait ce truc des remakes classiques qui reprennent le film et grosso modo font un copier-coller. En fait, pour moi, il a fait le même travail que Kubrick avec Shining. Il l'a pris comme quelque chose avec lequel il a grandi, qu'il a lui-même dit et considéré un peu comme un conte, et qu'il a fait, ok, ce truc-là, je vais l'adapter en faisant mon film. Et du coup, le début du film est très similaire, et très vite, il y a un split, et ça va dans une direction totalement opposée. Et peut-être que si plein de gens ont détesté ça, parce que c'est surtout des boomers un peu cinéphiles qui sont fans de Giallo, et du coup avoir une take ultra féministe et un truc d'empowerment, je pense que du coup les gens ils ont pas dû aimer de se dire que que ça a pris la direction opposée du premier film. Après, de toute façon, il y a toujours un truc de puriste de quand tu vois une adaptation d'une œuvre que t'aimes bien, si ça diffère ne serait-ce qu'un petit peu de l'œuvre, tu vas te trouver que c'est nul, tu vois. Et en Oui, mais même là- temps, si ça ressemble trop, tu vas dire que c'est pas Mais c'est intéressant. pareil, Voilà. tu vois. Et du coup, là, je trouve que ce qui est super,
c'est que en fait, j'imagine ça un peu comme une route, tu vois, genre où ça te prend la main au début, ça t'emmène dans le même truc, ça met un contexte au film d'Argento qui n'a pas trop de contexte. Tu vois, genre c'est un personnage qui est dans une école et tout ça. Lui, il va mettre ça à Berlin avec la séparation de la ville par le mur. Et en fait, tu vois, genre, il va enrichir l'histoire avec son histoire personnelle et plein d'autres choses. Et du coup, pour moi, ça fait que je le considère pas comme un remake, mais je le considère du coup comme une adaptation. Mhm. En général, les remakes, ils sont faits aussi pour des raisons d'argent. Ouais. Et c'est plus pour relancer des licences ou ce genre de choses. Et tu questionnes pas le matériau de base, j'ai l'impression. Il y a un peu ce côté genre, ok, ça a existé, maintenant on va le refaire et on va le mettre à jour, le mettre dans un nouveau contexte pour que des nouvelles personnes puissent le découvrir. Alors que je le considère Suspiria de 2016 comme une réadaptation, parce que c'est pas parti du principe genre je vais l'actualiser pour les autres, c'est j'ai grandi avec ce truc, c'est une histoire d'enfance que je veux faire à ma sauce, tu vois. Ouais. Et du coup, voilà, c'est encore un autre débat énorme. Donc tout ça pour dire le capitalisme. Mais bon, tout ça, on a bien discuté, mais on va, vu qu'on a parlé longtemps de nos avis, de ce qu'on trouvait intéressant dans le film, ce serait intéressant de voter. Est-ce qu'on pense que le film, il s'est craché? Est-ce qu'il mérite quand même notre love? Alors, dis-moi Eric, est-ce que tu le sauves? Moi, je trouve que c'est un film de Stephen King assez raté. Je trouve que l'adaptation est très illustrative, donc très fidèle au bouquin. Au final, pas extrêmement intéressante, même s'il y a des trucs réussis, comme la mise en image, par exemple, du hangar à souvenirs, c'est réussi. Et il y a quelques scènes prises séparément qui peuvent être réussies. Mais sinon, ça vaut pas le coup, sauf pour regarder un truc un peu what the fuck, un peu nanardesque. Mais sinon, non, ça vaut pas le coup d'être sauvé. Thomas? Ah bah, je suis d'accord avec ce qu'a dit Eric. Voilà, non mais j'ai rien à rajouter. Moi, je le sauve pas. Même cet épisode, coupons la partie où on parle du film et je trouvais que la discussion sur les remakes, non mais sur qu'est-ce qu'une bonne adaptation. En fait, je suis content d'avoir vu ce film parce que ça nous a permis de parler de la question de l'adaptation et tout ça, qui est un sujet que je trouve passionnant, alors que Je le suis film d'accord. ne l'est pas du tout. Ok, donc tu le sauves pas. Ah non, je sauve pas le coup de Ok. pelle. Bam, bam, bam. Ok, et toi Grégoire? Je suis assez d'accord, c'est vrai que c'est très cool comme discussion. Le fait qu'on ait parlé plus d'adaptation que du film veut en dire beaucoup, donc je citerai La Cité de la Peur. Ce film est une merde. Pour ma part, je pense que si j'avais lu le bouquin, je l'aurais peut-être sauvé par joie de voir la représentation. Non, quelque chose que j'ai imaginé parce que j'aime beaucoup ça. Il y a beaucoup de films que je sais qui sont nuls, mais j'aime les voir au ciné quand ils sont très représentatifs et j'ai un amour pour tout ce qui est un peu conte de la crypte et tout ça, truc un peu suintant, un peu gore, un peu nulos. Mais je n'ai pas lu le livre avant, je n'ai pas eu le temps, donc pareil, je ne le sauverai pas. Il y a carrément une majorité complète de contre, donc il le méritait carrément de se faire démolir. Le cul par des lamproies de l'espace. Voilà. Donc, merci à tous d'avoir écouté. Peut-être qu'on a... En tout cas, moi, j'ai une petite reco. S'il y a des gens qui aiment bien les séries ou les films d'horreur, je conseille Widow's Bay, que j'ai découvert et que j'ai vraiment bouffé en 2 jours. Tous les épisodes ne se valent pas, mais il y a un côté très humour noir et en même temps horreur qui marche bien. Voilà, donc Widow's Bay, c'est pas mal. Et sur ce, merci à tous et on fait des gros bisous. Bisous! Bisous. Mais on va pas vous laisser comme ça, c'est parti pour un petit bonus. Alors pour ce soir, j'ai choisi de vous faire un bonus sous forme de quiz en reprenant un peu la structure de questions pour un champion. Donc vous devez trouver des films, j'en ai choisi 11 et ce sont uniquement des films avec des extraterrestres. Le principe c'est que vous levez la main et si jamais vous vous trompez, vous n'avez plus le droit de répondre, ça va être aux autres et je vous laisse compter vous-même vos points. Est-ce que vous êtes prêts ? Ouais! Je suis un film qui se déroule sur Terre dans lequel l'humanité est confrontée à une invasion venue d'un autre monde. Je raconte l'histoire d'un père américain divorcé. La guerre des mondes. Oui, Guerre des mondes de Steven Spielberg de 2005. Deuxième film. Je suis un film de science-fiction dans lequel l'humanité est confrontée à une menace venue de la profondeur des océans. Je raconte l'histoire d'énormes créatures. Pacific Rim. Oui. Ah yes, bien joué. Ouais.
Autre film, je suis une comédie de science-fiction délirante dans laquelle des extraterrestres possèdent... Mars Attack. Putain, mais oui, mais vous ouais, êtes Il n'y a pas beaucoup trop beaucoup de rapide. comédies délirantes. de Bah, moi, j'étais science-fiction. sur HDG2. Sinon, il y a les Spaceballs. Oh putain, Space. Je suis une comédie française et campagnarde des années 80. Ah non. Là, c'est Bouchou. Ah ouais. Je Putain, l'avais- j'aurais- je c'est pense à un autre campagnard, truc, mais bien joué. J'en avais prévu Et que les années 11, mais à 80, chaque fois, ce qui m'emmerde, c'est que j'ai quand même écrit tout un texte. On est trop bon pour toi. Exactement. 5e film. Je suis un film dans lequel les 2 agents secrets protègent la Terre contre... Je crois que c'était... C'est Léa. Men les, in Black. Ah, vous êtes à 2 tous les deux, je suis carré. Ouais. Je suis un film de science-fiction dans lequel l'humanité affronte des créatures extraterrestres insectoïdes géantes nommées... Je crois que vous étiez tous les 3 en même temps. Ça veut dire tous les 3 en même temps? Ah, J'ai oublié le nom. J'avais le nom. Starship District Trooper. 9. Ah Bon. non. Oui, J'avais pas. j'ai pensé à Starship Trooper, mais Vous j'ai avez oublié tous le les nom. 2 un point. Non, 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 mais j'avais pas le nom, donc... Ouais, Bah, j'avais- bon, En plus, c'est même pas sur le thème. Film numéro 7. Je raconte l'histoire d'un enfant extraterrestre envoyé depuis une... Non, pas du tout. Tu n'as plus le droit de répondre. Oui, je sais. Envoyé depuis une planète mourante vers la Terre, élevé par un couple de fermiers. Superman. Oui. Ah, mais oui, Bah putain. oui, super. 3-3. Un. Ça va Thomas? Ça, j'étais si bien parti, j'ai fait la première réponse en 5 secondes. 8e film. Mon histoire se déroule en Afrique du Sud dans les années 2000. Des aliens. District 9. Oui. Ah, Ah, yes, bah oui, putain, bien joué. j'ai- Bah oui, évidemment, évidemment. Il est super en plus ce film. Ouais, Ouais. excellent. Film numéro 9. Je suis le 4e film d'une saga racontant les aventures d'un archéologue engagé. C'est Thomas. Indiana Jones et le crâne de cristal. Tout à fait. Je peux encore égaliser avec toi si j'ai bon aux 2 prochains. Il reste 2 films. Sortis en 1994. Je suis un film. E.T. Non. Ah, merde. Attends, Thomas, levez la main. T'avais la main. donc- 84, et I. Non. Donc, il n'y a plus que Grégoire qui a le droit de Mais répondre. je t'écoute. Tu vas forcément trouver. Sorti en Super. 1994, je suis un film d'aventure centré sur un mystérieux artefact permettant de créer des portails vers d'autres mondes. Je raconte l'histoire d'un linguiste passionné par les hiéroglyphes et d'un colonel de l'armée envoyé pour une mission périlleuse à travers les étoiles. Mon histoire raconte comment des extraterrestres belliqueux Je pense que j'ai. se sont mais- fait passer pour des divinités égyptiennes. Réalisé par Roland Emmerich et produit par Carolco Pictures, je suis sorti en S'il a pas, on a le 1994 droit à un autre essai. et oui, mais tu n'auras pas de point. Et j'ai conquis le public par mon mélange de science-fiction et d'aventure. Mes personnages principaux sont joués par James Spader et Kurt Russell. J'ai également donné lieu à des séries télévisées dérivées Oui, non, qui ont ouais. rencontré un grand succès. Je suis Stargate. Ouais, j'allais dire, en fait, je pense à Stargate, mais je savais pas qu'il y avait un film. Ah si. Ah bah oui, c'est un Mais moi, je connaissais que les Mais pourquoi séries. tu réponds comme ça Oui, T'aurais ça, pu par laisser contre, un mais c'est truc. ce que j'aurais dû j'ai il failli aurait lâcher. il aurait pu le trouver. En fait, j'aurais- Bah, en fait, moi, fallait je- lever la main. Mais non, parce que j'étais en Mais non, train mais de t'étais en réfléchir. mode, t'aurais pu dire je suis. Oui, non, mais normalement, ensuite, lui il laisser un me peu laisse un peu de temps, tu vois. Mais en fait, j'ai dit, moi, je pense à en fait, j'allais vraiment dire, pensais à je pense à Stargate. Stargate, mais je savais pas qu'il y avait un film. Et donc, j'ai dit exactement quand tu l'as Non, dit. mais donne le Bon, on lui donne allez, le point. t'as le point. Non, non, il a tout dit. Mais si, non, Ah mais ouais. si, tu l'avais. Bon, bah, je l'ai alors. Bon, allez, dernier film. Je suis un film Eh, d'animation. celui qui le gagne, il a tout. Non. Non, parce qu'en fait, on a 4-4 et 2. C'est Lilo et Stitch. J'ai commencé à dire, je suis un film d'Annie. Il y a L'animation, je compétence connais à pas faire. d'autres films d'animation sur les aliens. J'ai même pas entendu le mot Non, animation. on a Arrête, dit que Thomas, non, il pas voit celui l'écran. qui est. Non, je vois pas Oui. l'écran, Non, je suis pas c'est- capable de lire. Je fais Ah, confiance à Thomas, je ne pense pas qu'il a regardé mais mon d'accord. examen. Juste pour le principe de dire qu'on a niqué ton 4-4-3. jeu parce qu'on était trop rapide. Par contre, on a vraiment niqué son jeu, hein. Mais vas-y, je dis au moins une phrase de dernier que. Je suis un film d'animation sorti en 2002 et qui se déroule sur l'île d'Hawaï. Ah ouais, bah oui, de toute façon. Mais écoute, félicitations Léa, on a une Ah, égalité. t'as fait. On a une égalité, voilà. Ah, bah, Bravo ouais. Thomas d'avoir joué, c'était Bah, cool de bien t'avoir joué avec pour nous. le dernier, même Mais si. le dernier, Ah c'était ouais. illégal, hein, vraiment, tu l'as. Oh waouh. Eh ben, Bah, merci, bravo. Merci, Merci les à bisous tous, à la prochaine tous, au fois. revoir. Salut. Bisous. Bisous.